savez que, en tout cas dans 100 ans, mettons dans 50 ans, avec les progrès de la science, une chose qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans, on peut faire une reproduction de quelqu'un dans 3 dimensions. C'est-à-dire, avec le laser, on pourrait me dédoubler de chaque côté du moi, mais indiscernable. Vous diriez, vous pourriez me tourner autour, je ferais les mêmes gestes, j'aurais les mêmes paroles. Ce serait quelque chose d'assez hallucinant. On y arrivera dans 50 ans à faire cette espèce de... Il faudrait des appareils qui sculptent avec la lumière l'espace. Non, il ne s'agit pas de ça. Dans mon hypothèse, il s'agit de 3 hommes qui sont le même. Même Dieu ne pourrait pas le faire. Je le dis parce qu'on a parlé au cours de l'histoire religieuse de cas de bilocation. On a dit à propos du Padre Pio, un saint capucin italien près de Naples, qui aurait été biloqué, c'est-à-dire la bilocation, c'est le fait d'apparaître à 2 endroits. Mais alors, il y a un cas où c'est lui, puis l'autre, c'est son image. Ou bien alors, il est transporté par les anges d'un côté à l'autre. Mais on ne peut pas être le même, l'unique, en 2 endroits. Même Dieu ne le veut pas. Parce que c'est contradictoire. Du reste, vous me direz, mais Dieu, il le fait, puisque dans la religion, dans la révélation chrétienne, nous avons la Trinité. Mais regardez la différence. Dans la Trinité, vous avez 3 personnes qui sont un individu. C'est un individu. Je vais vous expliquer ce que veut dire individu. Dans le cas que je vous présente, c'est le contraire. C'est une personne en 3 individus. Alors ça, c'est absolument rigoureusement contradictoire. C'est pas possible, c'est inutile. Par contre, ça, lorsque nous aurons besoin de la théologie, pas encore cette année, je pense, mais il y a un moment donné où dans notre cours, vous savez vers quoi il aboutit, vers quoi il est ordonné, il faudra faire appel à des lumières qui dépassent la raison. On prendra les précautions d'usage pour ne pas imposer quelque chose qui n'est pas dans les convictions de chacun. La philosophie, c'est pas une question de conviction, où je démontre ou je démontre pas, où vous avez compris, vous n'avez pas compris. Donc, ça devrait avoir un impact universel, pas la religion. Mais on sera obligé, dans le contexte chrétien, on pourra prendre des lumières ailleurs, au moins à titre d'hypothèse. Et alors je vous expliquerai non pas ce mystère de 3 personnes en un individu, mais je vous montrerai qu'alors là, ce n'est pas contradictoire. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une personne? C'est justement un individu qui est présent à lui-même, c'est-à-dire qui est conscient de lui. C'est-à-dire, c'est un je, si vous voulez. C'est un individu qui a un je. Alors, on peut concevoir qu'il y ait 3 présences à soi-même, 3 je, oui, dans un individu. Et on pourra même entrevoir, parce que c'est évidemment très mystérieux, que cet individu, il est un, comme aucune unité n'est une, mais il faut être 3 pour être absolument un. Les Grecs pensaient que le Créateur, le Dieu suprême, qu'on appelait la bonté, c'était un individu qui était seul en lui-même. Eh bien, cet individu qui est seul en lui-même, qui n'a qu'une présence à lui-même, qu'un je, si vous voulez, vous savez ce que veut dire je, c'est ce que vous êtes en train de faire, non seulement j'écoute, mais je sais que j'écoute, cette espèce de lucidité, cette réflexivité. C'est pas contradictoire. Maintenant, vite, qu'est-ce que c'est qu'un individu? J'aime beaucoup le mot, parce qu'en philosophie, il est très important. Ça veut dire qu'il ne peut pas être divisé. Un individuum. Et c'est rigoureusement vrai, c'est la meilleure définition de l'être vivant, c'est que vous ne pouvez pas en faire 2 à partir d'un. C'est-à-dire vous ne pouvez pas me diviser en 2 pour en avoir 2. Tout ce qui est non vivant n'est pas individu, à part l'atome, bien sûr. C'est Héraclite, c'est Démocrite qui avait trouvé qu'il devait y avoir un dernier individu qu'on ne fait plus diviser. Évidemment, ça a fait rire après, parce qu'on s'est dit, non, on divise l'atome. Mais justement, il n'est plus au-delà de l'atome, ça n'est plus une substance. Alors, je reprends, qu'est-ce qu'un individu? C'est une unité absolue, plus unité en Dieu qu'en nous, qui fait qu'il est indivisible en tant que tel. En tant que tel, bien sûr. Bien sûr qu'on peut me couper en 2, mais vous n'aurez pas 2 loups du mal, grâce à Dieu. C'est-à-dire, vous n'aurez pas 2 êtres vivants. On coupe en 2 un ver de terre, vous n'avez pas le même, vous en avez 2 autres, justement. Ce n'est pas le même. C'est ce que je suis en train de vous dire avec mes 3 individus qui sont un. Je ferme la parenthèse et je reviens à ma première conclusion. Si je vous présente 3 individus qui sont une seule personne, c'est inutile
personne n'admettra cette fiction, ou cette, je ne pas réalisable. Personne n'admettra cette éventualité. Maintenant, petite remarque. Ce que je viens de vous dire, j'espère, je peux vous faire confiance, que vous le voyez, c'est-à-dire vous vous dites, oui, c'est vrai, même indépendamment du support didactique que je représente, vous dites, oui, c'est absurde, que comme si moi j'étais à 3 exemplaires, mais ce serait moi, hein, ce serait pas un autre, ce serait pas mon frère. Vous dites, non, c'est pas possible. Ça, c'est la philosophie, c'est-à-dire ce que je suis en train de vous dire, je m'appuie sur vous. J'essaye, il faut prendre appui sur vous. Je vous le dis parce que dans un moment, ça c'est la première partie, dans la première période, jusqu'à la récréation. Si vous voulez, on va vite voir, ça c'est une répétition de ça. Mais alors après, ça va devenir un peu chaud, c'est-à-dire je vais dire des choses qui vont me sembler encore plus incroyables. Là, c'est absolument incroyable, c'est impossible, mais ce ne sera pas loin de ce que je vous dirai après. Et j'aimerais non pas que vous me croyiez, mais que vous vous appuyez sur vous, c'est-à-dire qu'on essaiera de... J'essaierai de sentir si la démonstration a passé, parce que c'est assez énorme ce que je vais vous dire sur le vélo. Je vais vous montrer pourquoi la science ne pourra jamais le connaître. Parce qu'il lui manque une notion, c'est pas sa faute, mais elle ne l'a pas. Elle ne l'aura pas même dans 100 ans. Un scientifique, oui, mais pas la science. Le scientifique peut être par ailleurs philosophe. Donc, conclusion, j'ai présenté une aporie, le problème de l'un et du multiple. C'est-à-dire, un, c'est multiple. C'est inutile. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas concevable. Maintenant, si vous avez bien compris ça, alors vous avez compris le système de Platon. C'est-à-dire, vous avez compris. Platon, c'est ça. C'est-à-dire, ce que nous disons, qui est impossible que le même individu soit en 3 exemplaires, lui, il disait de toutes choses. Il le disait des lapins, des œufs, des hommes, des fleurs. Chaque fois qu'une réalité est multiple, et toute réalité est multiple, ici-bas, on peut toujours faire plusieurs, il y a plusieurs hommes, il y a plusieurs chats, il y a tout ce qu'on veut, à part le soleil et la lune, qui pour eux, bien sûr, pour nous, on sait qu'il y en a des milliers de soleil, mais pour eux, avec l'observation qu'ils en avaient, pensaient que c'était des êtres divins uniquement parce qu'ils étaient un seul exemplaire. Et pour que je peux chercher, il n'y a pas une chose qui existe à un seul exemplaire. Dans la nature matérielle, bien sûr. Alors, Platon, si vous arrivez seulement à comprendre qu'il disait des choses, ce que vous voyez de l'impossibilité de multiplier un individu, alors voilà, c'est la racine du platonisme. C'est pas autre chose. Et il n'était pas le seul, du reste. C'était déjà avant lui, on s'était dit, si un lapin est vraiment lapin, comme moi je suis moi, hein, c'est parce que moi je suis moi que je ne peux pas en avoir 2. Vous direz, oui, vous pouvez avoir 2 je suis moi, mais c'est pas vous. Alors, si le lapin est lapin comme moi je suis moi, ce qui leur semble évident, pourquoi le lapin ne serait pas lapin comme moi je suis moi? Alors, il ne peut pas y avoir plusieurs. C'est-à-dire, le malaise que vous auriez avec ces 3 Napoléons, je vous les présente. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, il y a en tout cas 2 faussaires là-dedans. Il y en a 2, peut-être même 3, mais en tout cas il y en a 2, mais je ne sais pas lesquels, qui sont des tricheurs. Ils ne sont pas Napoléon, bien qu'ils le disent peut-être. Mais vous n'y croiriez pas, vous diriez, vous ne leur feriez pas confiance. Hein. C'est vrai, ça spontanément. Eux non plus. Pas seulement Platon. Lui, il va donner une solution. Mais pour les anciens, non plus. Il disait, je ne fais pas confiance au lapin, à la poule, enfin, ce que nous savons nommer nous, pour les raisons que je viens de vous donner. Il dit, c'est pas possible que plusieurs aient la même identité. Ensuite, je vous explique du Platon avec cette expérience. Ensuite, si je vous présentais une dizaine de Napoléons, j'ai pris à dessein cet exemple de Napoléon parce que quelqu'un qui penserait qu'il est possible d'y avoir plusieurs Napoléons, on taxe de fou. C'est arrivé puisque chaque fois que quelqu'un se dit Napoléon, c'était le signe d'une folie douce, on l'enfermait. C'était classique, disons, plus pour Napoléon. Et il y en a ceux qui sont pris pour Napoléon. Alors, c'est le signe de la folie, c'est-à-dire, alors cette fois-ci, il n'est plus en contact avec la réalité, c'est bien la preuve que c'est impossible. Alors, admettons que je vous en présente 10. Comme je peux vous présenter 10 lapins ou 10 poules. Nous, on s'en accommode, oui, parce qu'on a une solution, c'est grâce à Aristote, mais on ne l'avait pas du temps de Platon, on ne pas parce que c'était son élève. Alors, vous auriez ce sentiment de vous dire, finalement,
tous ces Napoléons, ils se réfèrent à un prototype quand même. Ils usurpent l'identité du vrai Napoléon, il faut bien qu'il existe quelque part. Vous seriez convaincu qu'il y a quand même un Napoléon, peut-être qu'il est mort. Admettons que ce soit moi, pour ne pas compliquer l'expérience. On en présente 10. Vous dites évidemment, je ne sais pas lesquels, mais ils se réfèrent tous au prototype. Vous diriez, je ne sais pas où il est, mais il y en a un prototype. C'est-à-dire le vrai. Les autres sont des pâles copies, enfin c'est des fausses pères, c'est-à-dire vous ne leur feriez pas confiance. C'est exactement Platon. C'est la racine. Après ça, son œuvre, il l'a développée dans tous les domaines, politique, esthétique, tout le langage, tout ce qu'on voudra. Mais on ne comprend pas Platon, avec les conséquences que ça aura pendant 15 siècles. On a été pétri de cette espèce de dichotomie dans la réalité, cette méfiance du réel, dont on n'est pas tout à fait guéri. Alors, de même que vous, référez-vous toujours à cette expérience, vous n'accepteriez pas qu'un être, un individu, non pas un individu, une identique réalité puisse être à plusieurs exemplaires, quand il s'agit d'un homme, ou même d'un chat, c'est plus difficile parce que le chat, est-ce qu'il a une personne? C'est la personne qu'on ne peut pas multiplier. Eh bien, eux le faisaient pour la réalité. C'est-à-dire, ils avaient le même malaise. Ils ne faisaient pas confiance aux choses, elles n'étaient pas authentiques, elles n'étaient pas fiables, il fallait s'en méfier. Il y a eu un divorce entre l'intelligence humaine et la réalité que vous ne pouvez pas imaginer. Quand Saint Paul est arrivé à Athènes pour annoncer la résurrection, on s'est moqué de lui, alors qu'ils pensaient qu'ils allaient battre des mains. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette rencontre d'une révélation qui se réconcilie avec la réalité. Les Juifs avaient une vision du monde à partir de la Bible, qui disait que Dieu avait fait les choses et qu'elles étaient bonnes. Pour les Grecs, elles étaient mauvaises, puisqu'elles étaient toutes des tricheuses. Toutes elles étaient menteuses. Venir leur dire, eh bien, on retrouvera l'être matériel, puisqu'on va ressusciter. C'est l'aspiration de tout le monde. On n'aimerait pas qu'on nous dise, oui, mais on vivra comme des ectoplasmes. Nous, on est très désireux. C'est à ça qui nous satisferait. Je veux quelque chose de tangible comme résurrection. Je ne veux pas quelque chose qui soit évanescent. Eux, c'est exactement le contraire. Si je vous présentais ces individus en vous faisant admettre que c'est un seul que vous refuseriez et vous vous référiez à un prototype que vous connaissez ou ne connaissez pas, peu importe. Alors, je vais vite vous montrer les conséquences, parce qu'on l'avait déjà vu. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je suis obligé de reprendre certaines notions. On l'avait vu dans le 4e cours. En philosophie, je n'ai pas trop peur de me répéter. Parce que comme en amour, quand on se répète, on ne se redit jamais. Quand on se redit, on ne se répète jamais. La dernière fois est encore la meilleure. Et je l'ai expérimenté, ça c'est vrai. En 30 ans d'enseignement, chaque fois que j'ai repris ces thèmes, peut-être que j'évolue, je les présente un peu différemment. Je n'ai pas souvent pris cet exemple des trois, du multiple humain, pour faire comprendre l'intuition de Platon, qui est logique finalement. Mais chaque fois, il me semble que c'est nouveau. Alors peut-être que si vous entrez dans la philosophie, vous verrez qu'il y a un problème affectif, ce qu'elle s'appelle j'aime la sagesse, il y a un problème d'amour avec la vérité. Ce n'est pas une vérité passagère qu'une fois qu'on l'a compris, comme un rébus ou une énigme, une fois qu'elle est résolue, elle est inintéressante. Raconter 2 fois la même énigme à quelqu'un qui la connaît, il se barre. C'est pas ça, c'est pas de cet ordre. La philosophie, c'est une sorte d'approfondissement du même, de toujours la même réalité, mais on va chaque fois un peu plus profond. Donc, je ne reviens pas trop sur le but aujourd'hui, et tant mieux, si ça vous réveille des souvenirs, c'est la preuve que tout ne s'est pas évaporé pendant les vacances. Alors, vite, je vous montre la solution platonicienne, qui n'est pas autre chose que ce réflexe de se dire, c'est pas normal, c'est pas juste que plusieurs réalités soient la même. Ensuite, la solution dialectique, qui a encore fait plus de dégâts, alors celle-là, on n'en a encore pas guéri, et puis, il faudra que j'arrive à recevoir la notion aristotélicienne, puisque ce sera la clé du vivant. C'est pour ça que c'est à cause de ça que la science ne l'aura pas, parce qu'elle n'a pas cette notion. Juste vous montrer que nous sommes d'une certaine manière encore infestés de platonisme. C'est une des conséquences, parmi bien d'autres. Il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que, je ne sais plus qui a dit, qu'est-ce qu'une pensée neuve, profonde, originale? C'est une pensée qui a dû venir à tout le monde et qu'un
c'est à viser d'exprimer. Et c'est très vrai. Il y a des époques où une vérité était mûre, et au moment, on la voit apparaître un peu partout au même moment, et c'était pas concerté, c'était mûr. Mais ça, c'est en science. Mais en philosophie, c'est encore plus profond. C'est pas quelque chose qui nous prend à brosse-poil. Il y a des choses qui n'ont pas mordu, parce que ça n'était pas dans la sensibilité. Mais c'est vrai, le platonisme, il est éternel. Ce sera une pente de l'esprit humain dont il faut se garder. Vraiment, ça va vers le fossé, vous allez voir les conséquences. Et je suis toujours frappé à quel point nous, encore aujourd'hui, nous sommes infestés, c'est-à-dire nous avons cette tendance platonicienne, alors que Platon, avec un génie souverain, a systématisé, qu'il a mis en forme, et alors évidemment ça lui a donné d'autant plus d'impact. Donc nous ne sommes pas en pays étrangers. C'est ce qui me frappe toujours quand on enseigne la philosophie. On présente les systèmes en disant, voilà, Kant a dit ceci, Descartes a dit ça, Platon a dit ça. Les élèves disent, pourquoi? Mais on ne voit pas de logique interne, du moins pas assez. Il y avait des raisons de le dire. Nous sommes kantiens d'une certaine manière, nous sommes hegéliens, on le verra, et comment. Et nous sommes platoniciens quand ça nous arrange. Alors regardez, ça vous rappellera quelques souvenirs. Platon, et pas seulement lui, part de la réalité matérielle et constate qu'il y a plusieurs choses, je cite 29, on est fatigué au bout, à plusieurs exemplaires. Non seulement il y en a plusieurs, ce que je viens de vous dire, vous refuseriez que je sois moi à plusieurs exemplaires. Mais eux, c'est la même chose. Ils disent, non, alors, il y en a, elles sont toutes des faussaires, elles ne sont pas véritablement ce qu'elles sont. Et d'autre part, le créé qu'on disait, c'était de changer. Ils sont tombés, ça c'est important. C'est important. Il y avait deux griefs. Seulement, il découvre alors que les idées que nous avons dans la tête, elles sont une, il n'y en a qu'une, il y a un œuf comme définition. Je peux imaginer plusieurs œufs. C'est pas la définition, ça c'est pas l'intelligence, c'est l'imagination. Mais quand je pense l'œuf, ou je le pense juste ou je le pense faux, et ma définition vaut pour tous les œufs, si ce sont des œufs. Alors quelle est la définition de l'œuf? Eh bien, c'est la première cellule femelle de la génération de l'ovipare. C'est un ovule, si vous voulez. C'est le démarrage d'une fécondité, d'un système de reproduction. Il n'y a qu'une définition de l'œuf. Si j'en ai deux, il y en a une des deux qui est fausse, parce qu'il faut bien que je les distingue. Et d'autre part, puisqu'ici on leur fait reproche d'être changeant, c'est-à-dire que l'œuf ne reste pas ce qu'il est, il n'est pas fidèle à lui-même, la poule non plus. Moi, même les définitions ne bougent pas. C'est la même depuis Aristote. Les œufs, vous imaginez, ceux datent déjà d'avant-hier. Ils sont déjà en train de nous jouer la triviolette et puis de se transformer en je ne sais pas quoi, ou en poussin, ou en pourriture. Peut-être pas ceux d'avant-hier, ça il y a 3 mois. Il n'y en a plus un d'il y a 3 mois. Mais moi, ma définition de l'œuf, elle est parfaitement immobile, stable, et elle est unique. Alors, seulement elle a un gros défaut, c'est qu'elle n'existe pas, elle est seulement dans la tête, elle n'est pas une substance. Alors il va prendre les deux qualités pour les amalgamer. Ici, il y a une qualité, ça au moins le mérite d'exister, ça, bien sûr que c'est mouvant et multiple, mais ça a quand même un gros avantage par rapport à mon idée, c'est que c'est substantiel, dessus, staré, se tenir. Ça se tient hors du néant, c'est quand même un sacré avantage, tandis que ça dépend de mon intelligence. Alors, il va créer des idéas, c'est-à-dire une réalité idéale, si vous voulez, mais substantielle. C'est-à-dire, il va prendre cet œuf, cette idée d'œuf, auquel il va donner la substantialité. C'est-à-dire, il est convaincu que le prototype, comme tout à l'heure quand je vous ai dit, si je donne 10 Dumas ou 10 Napoléon, vous ne saurez pas lequel c'est le vrai. Enfin, il est en dehors de la série de toute façon, puisqu'il ne fait pas partie des faussaires, lui. Alors il dit, il existe quelqu'un, je préfère mettre l'ovoïté, parce que si je vous mets l'œuf, vous le matérialiserez. Oui, il n'est pas matériel, il est substantiel. C'est-à-dire l'ovoïté, l'œuf à l'état pur, mais qui n'est ni gros, ni petit, ni jaune, ni blanc, c'est l'ovoïté, mais elle existe, c'est-à-dire c'est une hypostase. Hypostase veut dire substance en grec, c'est le même mot. Hypostase,
ça, se tenir. Alors, mais il fait ça pour tout. Donc il existe quelque chose qui est la beauté, la vérité. Il n'y a pas seulement l'œuvre, il y a évidemment l'homme, l'humanité, si vous voulez. Mais non, pas tous les hommes, quand je dis humanité, je veux dire l'humain, l'unique. Indépendamment des choses belles. C'est-à-dire qu'il pense que nous avons, avant de venir sur Terre, dans ce monde de fossé, où on m'a mis dans un corps qui est méprisable, parce qu'il trahit, puisqu'il n'est pas vrai, parce que les autres en ont aussi, contempler la beauté de l'état pur. Ce n'est pas une chose belle. Pour nous, c'est difficile d'imaginer, c'est impossible. Mais de concevoir la beauté de l'état pur. Bien sûr, on dit de Dieu. C'est pour ça qu'on s'est emparé du platonisme. Quand le christianisme a eu besoin d'une certaine formulation des mystères révélés, elle s'est jetée avec goulûment sur la philosophie de Platon. C'était parfait, parce qu'il y avait une réalité spirituelle, la beauté, la vérité, tout ça. Les anges, c'était les ordonnateurs, les gardiens de ces hypostases, et on s'est enfoiré terriblement pendant plusieurs siècles avec ça, parce qu'on ne s'est pas rendu compte. Saint Augustin ne s'est pas méfié, Saint Thomas commençait à se rendre compte qu'on était enfoiré. Pourquoi? C'est pas grave si quelqu'un pense qu'il y a quelque part la beauté, la vérité à l'état pur, l'hovorité, la chevalinité, c'est un cheval, mais attention, il est substantiel, mais inimaginable. Il est ni grand, ni petit, ni noir, ni blanc. Pourquoi? C'est embêtant. Je vais vous en donner une conséquence. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'est platonicien au sens historique du terme. Peut-être qu'il y a toujours des origines. Mais dans les cours, officiellement, je ne connais pas de philosophe un peu, disons, représentatif de la corporation qui dit non, Platon avait raison, il existe ce monde merveilleux, idéal, où les choses, il n'y en a qu'une, et puis elles ne changent pas, elles ne jouent pas la trignolette, comme l'œuf pourri qui vient au sein quand j'en ai pas envie. Personne. Mais pourtant, encore une fois, nous sommes tous platoniciens quand ça nous arrange. Regardez ce que nous sommes. Quand on regarde les choses qui nous entourent, c'est très à la mode aujourd'hui. C'est-à-dire les fleurs, les animaux, les plantes, même l'homme dans son caractère naturel, et qu'on est vraiment charmé par cette extraordinaire richesse de réalisation matérielle. C'est une féerie. La télévision n'épuise pas le sujet de présenter des documentaires sur des trucs au fond de la mer, dans les airs, sur les montagnes. C'est ce qu'on appelle en gros la nature. Donc, ici, nous avons toute une sorte de petite réalisation de la nature. C'est des petites natures. Qu'est-ce qu'une nature? C'est une réalité qui est donnée dans un comportement particulier qui lui est propre. Le lapin se conduit en lapin. De tout ce qu'il mange, il fait du lapin. Moi, de tout ce que je mange, je le fais de l'humain. Chacun en est déterminé par une sorte de petite, ce qu'on appelait l'essence, la nature d'une chose. Quand on demande, mais d'où viennent-elles ces petites natures? C'est-à-dire toutes ces réalisations merveilleuses, parce que c'est fou. Les petites moucherons miniaturisées, qui sont des hélicoptères électroniques, donc qui ont une perception de la distance et tout ça, qui se reproduisent. Quand on y réfléchit, on se dit c'est quand même imprenable. Avant, on disait Dieu. Évidemment, on mettait Dieu. Les Grecs aussi. Au-delà des hypostases, il l'appelait pas Dieu. Ce Dieu vient du mot Zeus, du reste. C'est pour ça que le brave traducteur de la Bible, Chouraki, peste contre le fait qu'on dise Dieu en français, parce que ça se référence à Zeus, fermez la parenthèse. Mais aujourd'hui, on n'aime pas tellement se référer à une intelligence ordonnatrice, c'est plus tellement à la mode. On verra plus tard comment il faut penser. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, eh bien, c'est la nature qui a fait tout ça. C'est-à-dire, j'abstrais la notion de nature. Donc, c'est une idée, ça. Qu'est-ce que c'est? De même qu'ici, à partir de tous les œufs, j'ai abstrait, c'est-à-dire j'ai tiré la notion d'œuf. Ça, c'est légitime. Tout le monde fait ça, sinon je ne comprends rien. Je laisse de côté les caractères individuels, je laisse de côté que l'œuf peut être gris, peut être blanc, peu importe. Mais je dégage la notion d'œuf. C'est ce que fait toute la journée, sinon on ne comprend pas ce que sont les choses.
légitimement, on abstrait de toutes ces réalités la notion de nature. Seulement, on lui donne une réalité en dehors des réalisations et on dit que c'est la nature qui a fait ça. Parce que pour Platon aussi, hein, c'était l'ovoïdé qui faisait les œufs. Ils étaient faits comme une empreinte, comme un seau, surtout quand on le met dans la cire. On en fait moins, mais quand vous prenez de la cire pour cacheter et puis que vous faites le seau, c'est assez amusant de voir ça relief. Alors pour Platon, c'était ça. Et nous sommes platoniciens jusqu'à la moelle, parce que ça ne nous heurte pas de dire la nature a prévu, la nature a pensé, la nature a bien fait les choses, la nature. Mais je dis, c'est quoi la nature? C'est une notion platonicienne, parce qu'elle n'existe pas. C'est comme si, je veux prendre un exemple pour vous montrer à quel point c'est absurde. Si je regarde dans un musée des tableaux, une exposition de peinture, ça c'est une peinture, ça c'est une peinture, c'est une peinture. Je ne vais jamais dire la peinture a fait ce tableau, cette évolution. La peinture. Ah oui, je peux dire la peinture du 19e siècle, elle évolue et elle arrive à l'impressionnisme. Mais je dis, mais ça ne dispense pas d'avoir des peintres. Ce n'est pas la peinture qui a fait venir l'impressionnisme. C'est une notion que j'utilise, mais en guillemets, c'est-à-dire personne ne prend au sérieux le fait que la peinture aurait pu avoir la peinture comme notion abstraite, faire des tableaux. Tandis que là, ça ne me gêne pas du tout. Absolument pas. La plupart s'en accommodent de cette extraordinaire énergie, cette espèce d'inventivité, c'est la nature. Donc, une notion platonicienne du pur Platon, qu'on utilise sans se rendre compte de la stupidité de donner comme cause les effets. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est comme si je disais, la maladie est cause du fait que je suis malade. Je suis malade, et puis j'appelle ça maladie, c'est une notion, mais elle n'est pas la cause. La cause, c'est un virus ou n'importe quoi, une blessure, mais elle n'est pas causale. Or, pour la nature, ça ne gêne personne. Fermons la parenthèse. Il y a bien d'autres conséquences du platonisme, c'est-à-dire cette espèce de dichotomie, cette espèce de méfiance de la réalité, ce dégoût de la réalité, parce que ça allait jusque-là, c'est-à-dire, il y avait incontestablement, on le voit dans le jansénisme, on le voit dans les récits des cathares veut dire les purs, c'est-à-dire les purs, ceux qui ne reconnaissent de réalité qu'à la pure réalité. C'était au XIIe siècle, du reste. Les dominicains, Saint Dominique, qui était un religieux espagnol, s'est acquis cette notoriété et en même temps a fondé un ordre pour combattre une forme abattardie du platonisme qu'on appelait les cathares, c'est-à-dire des gens imprégnés de Platon, mais du Platon ambiant, c'est-à-dire il avait respiré avec l'air qu'on respire à l'époque, avait pensé que le corps était le lieu du mauvais, c'est-à-dire quelque chose de tout à fait condamnable, et il le méprisait. Donc il méprisait le mariage, il méprisait les femmes qui perpétuaient la race humaine, tout en étant extrêmement fornicateur. Quand on méprise une chose, on ne le respecte pas, donc il se conduisait un peu comme des polissons. Et Saint-Dominique, je le dis historiquement, puisque de fait je ne serais pas là en train de vous parler s'il ne l'avait pas fait, puisque je m'honore d'avoir reçu un petit bout de son héritage, au moins spirituel, puisque je suis marqué du virus de l'enseignement, puisque Saint-Dominique, l'ordre des Dominicains, leur programme, leur slogan, c'est Contemplata administradore, donner aux autres les choses contemplées, contemplées philosophiquement ou théologiquement. Je ferme la parenthèse. Les conséquences dans le jansénisme, alors ça, cette dichotomie, cette condamnation du corps, des choses matérielles. Dire que moi qui vous parle, quand j'étais petit, à l'après-midi de ma première communion, j'ai hurlé dans l'euphorie. Le matin, on était très impressionné par cet acte mystique, toute la paroisse m'avait conditionné, on recevait Jésus. Moi, je tremblais, d'autant qu'on était à jeun, parce qu'on ne pouvait pas manger à l'époque. Ma maman nous avait donné quelque chose à manger à minuit, à minuit 10, et chez mon père, minuit, on avait pu manger, on était à jeun, et on était un peu faible, puisqu'on n'avait pas déjeuné. Pas déjeuner, ni boire, hein, ni même de l'eau. Mon petit frère, une fois, avait été communié, puis en allant à la messe, il avait reçu un petit morceau de neige, enfin un flocon de neige sur la langue, en parlant, parce que moi il parlait beaucoup. Il a demandé à M. Curé, à la sacristie, est-ce que je peux communier? Il a dit non, tu as d'ailleurs un flocon de neige.
mais c'est encore de mon histoire, je ne suis pas du Moyen-Âge, mais oui, je suis d'une certaine manière du Moyen-Âge, parce que j'ai un pied dans l'ancienne. Bravo, vous êtes trop jeune, mais c'est très bien pour moi, parce que j'ai vécu deux continents culturels. J'ai un pied sur l'un, un pied sur l'autre, j'en suis pas mort du reste. Mais il n'en reste pas moins que cet après-midi de ma première communion, alors tout à fait décontracté, puisque j'ai eu mes marraines, les cadeaux, et puis on avait bien dîné, on hurlait, c'était quelque chose, ça avait été trop horrible à entendre. Au monde vint à jamais notre haine. Moi j'ai chanté ça, ça m'a pas beaucoup marqué, mais ça j'ai fait quand même, on enseignait ça aux gosses. Au monde vint, mais le monde pour nous c'était pas la société des hommes. Le Christ a condamné le monde. Mais nous, on voyait les oiseaux, on voyait le monde, quoi, ce qu'on dit le monde, l'environnement. On était encore marqué de cet platonisme récurrent. Deuxième solution, j'aurais pas le temps, donc je la laisse tomber. Mais je voulais juste vous dire que cette solution, elle a encore fait plus de dégâts. La solution dialectique. Mais on l'avait déjà vu, si vraiment vous voulez raviver vos souvenirs, il y a une cassette là-dessus, c'est la quatrième, je crois, qui s'appelle l'être matériel. En deux mots, ça consiste alors à de nouveau se choquer intellectuellement du fait que les choses sont multiples. Je vous avais fait la démonstration, cette fois-ci, elle est rigoureuse. Prenons par exemple un atome A, un atome d'hydrogène. Je prends la chose la plus simple. Il ne peut pas avoir de différence avec un autre. L'atome A et l'atome B d'hydrogène sont rigoureusement indissociables l'un de l'autre. Il n'y a pas une petite pause dans l'un. Deux jumeaux, il y a toujours une petite différence. Là, il n'y a pas. Ça, c'est un atome d'hydrogène, un atome d'hydrogène. Mais il y en a un, puis un autre, bien sûr. Alors, évidemment, A n'est pas B. Évidemment, sinon je ne saurais pas qu'il y en a deux. Évidemment, celui qui est à gauche n'est pas celui qui est à droite. Et il est totalement différent l'un de l'autre. Bien sûr, c'est l'hydrogène. C'est là qu'on voit qu'il y a autre chose, alors. Ce qui fait que A et A, ça ne peut pas être hydrogène. Pourquoi? Parce que, justement, ce qui fait que A et A ne peut pas être l'hydrogène, puisque B, ce qui sert à distinguer A de B, c'est B est l'hydrogène. Donc je ne peux pas distinguer A de B par l'hydrogène, c'est ce qu'ils ont en commun. Donc il faut que A, la AIT, et puis elle est importante puisque ça fait, j'en peux en détruire un, puis l'autre n'est pas détruit. Alors c'est clair pour l'eau de roche que A, il est peut-être hydrogène, mais il est aussi non hydrogène, c'est-à-dire il est ce qui le fait être lui. La AIT, la BIT, la CIT, la DIT, tout ce que vous voulez, c'est matériel. Alors on peut dire, de nouveau comme Platon, dans la matière, quid est la matière alors? Il y a l'empreinte de hydrogène, oxygène, le phosphore, et puis de l'œuf, du poussin. Mais on ne va pas alors chercher l'explication dans les idéaux platoniciens. On donnera une autre explication. La dialectique, on dira oui. L'identité, c'est l'identité de l'identité et de la non-identité. Une chose est ce qu'elle est, est-ce qu'elle n'est pas. Il y a la contradiction de la réalité. Et si vous voulez évoluer, il faut que cette contradiction soit amenée à s'exprimer. C'est-à-dire, il faut à la racine du monde matériel, dans une fleur, dans un chou, dans un animal aussi sympathique qu'il soit, il y a la dialectique, c'est-à-dire il y a la contradiction. Il est ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Et l'évolution heureuse ne peut se faire que par l'expression de cette contradiction. J'ai vu il y a quelques années un film documentaire sur l'explosion de la première bombe atomique chinoise, et c'était quelque chose d'effarant. Nous, la bombe atomique, c'est le mal. Hein. On a brandi depuis la dernière guerre comme étant la menace suprême en disant « n'y touchez pas, c'est la fin du monde ». Pas pour eux. J'ai vu, de mes yeux vu, que quand ils ont fait sauter la première bombe atomique, les Chinois, ça a été une terreur dans le monde entier, parce qu'ils ont une autre philosophie du monde matériel. À peine avait-elle sauté qu'on voyait des gens arriver de tous les horizons, c'était du reste assez beau comme mise en scène, avec vaguement des combinaisons en caoutchouc, qui ne devaient pas être très imperméables aux protons et aux neutrons, et ils sont arrivés avec des poules, avec des lapins, en disant ça va partir 2 fois mieux. Donc détruire pour repartir mieux. Le slogan qu'on donnait dans les catéchismes marxistes, qu'est-ce qu'un poussin? C'est un poussin et la mort d'un œuf. C'est-à-dire le poussin est ce qu'il est et la mort d'un œuf, c'est-à-dire la mort d'une chose. On est très sensible aussi à ça maintenant. Quand on voit quelque chose, on dit toujours ah, c'est la destruction du monde. C'est la raison pour laquelle
Une fois, j'avais été chez Payot, et puis je regardais les livres, et une de mes anciennes élèves, qui avait bien étudié son cours de philosophie avec son professeur, les feuilles d'exil, qu'est-ce qui vous intéresse, comme tout à l'heure j'ai demandé quel genre de film, non pas par inquisition, mais bien que les dominicains étaient des inquisiteurs, mais ça un côté qui m'a passé. Mais simplement par sympathie, elle m'a dit, elle voyait ce qu'elle voulait chercher. Et alors elle m'a dit, rien du tout. Si on vient chez Payot pour pouvoir s'intéresser au livre, elle m'a dit non, c'est des arbres, c'est des sapins qu'on a coupés. Donc elle voyait dans l'arbre la mort dans le livre la mort de l'arbre. Elle voyait la forme antécédente. C'est la raison pour laquelle c'est assez amusant de voir ce slogan, je le présente bien, de façon que tout le monde puisse le mettre bien dans sa tête. La guerre est le maître et le père de toutes choses, peut-être que vous voyez moins bien, c'est Héraclite, 6e siècle avant Jésus-Christ, ça, hein. C'est le premier qui a découvert la solution dialectique, c'est-à-dire une chose, elle est en pétard avec elle-même. Seulement, ce qu'il y a d'assez étrange, c'est que si je retourne ma feuille, vous avez la guerre est l'accoucheuse de l'histoire. Et c'est de Karl Marx, c'est la même idée. Je ne sais pas s'il connaissait, il n'était pas philosophe, mais il était hegelien. Mais c'est la même idée. Qu'est-ce qu'une idée profonde, originale? C'est une idée qui a dû venir à tout le monde et qui, un type se met de l'exprimer. Bon, je ne veux pas étendre là-dessus. Sachez que cette situation de départ que j'ai montrée comme étant impossible à résoudre, eh bien, elle va trouver sa solution grâce à Aristote, élève de Platon. Mais vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'alors Aristote, élève de Platon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné cette solution? Parce qu'elle a, eh bien, je vous l'ai expliqué, je ne le redis pas, il n'a pas été connu, il est filé du côté des Arabes et il est arrivé qu'au XIIe siècle, au XIIIe siècle, en Occident, Aristote. Alors évidemment, à ce moment-là, on a évacué Platon. Alors, Aristote va trouver une notion. Là aussi, c'est un peu de répétition. N'ayez pas peur de bien la comprendre. Tout à l'heure, vous aurez du mal. Parce qu'elle n'est pas facile. C'est tout ça. C'est facile d'une certaine manière. J'espère que vous avez vu la difficulté quand même. Regardez ici, on la voit bien. C'est évident qu'une chose, elle a quelque chose d'autre que sa définition. Ce qu'il a fait, elle, unique. Ça ne peut pas être la définition elle est commune. Je ne peux pas me définir par ce que j'ai de commun avec mon frère jumeau. Moi, j'ai quelque chose que lui n'a pas, ce qui me fait être moi. Mais ça vaut aussi pour les lapins, pour les atomes. Cette notion, c'est ce que j'ai appelé le moins-être, c'est-à-dire la potentiale, l'humanisme, peu importe. Moi, je préfère le moins-être, parce que le mot potentiel, ça veut dire la puissance, mais c'est quelque chose de très pacifique. Elle est difficile à comprendre parce que l'imagination s'en mêle toujours. Alors qu'en fait, si l'intelligence, au contraire, c'est un petit peu obscur, puisque ce n'est pas de l'être, mais ce n'est pas du néant. C'est-à-dire, ce qui est du néant est inintelligible. Ça n'existe pas, l'intelligence est faite pour l'être. Ce qui est en acte, ce qui est l'être, c'est super intelligible. Mais ce qui est ni l'un ni l'autre, c'est un peu difficile, malgré tout, pour l'intelligence. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Aristote? Une chose assez simple, c'est qu'on sait tous, en dehors de lui, il était modeste, fourvoyé parce que entre l'être, c'est-à-dire une chose qui est ce qu'elle est, entre l'acte, si vous voulez, on appelle ça l'acte, et le non-être, c'est-à-dire le néant, le néant c'est la négation pure, on oublie toujours qu'il y a ce que moi j'ai appelé le moins-être. C'est peut-être le seul apport que j'ai fait à la philosophie, ce n'est pas grand-chose, c'est un nouveau nom. D'habitude on dit potentiel, le pouvant-être. Mais ce n'est pas tellement le pouvant-être au sens de puissance, je préfère dire c'est ni de l'être, ni du non-être. On pourrait classer les philosophes en deux camps. Ceux qui reconnaissent cette notion, plus ou moins implicite, et ceux qui l'ignorent. Sartre a écrit un livre juste après la guerre qui a un succès fou, qui s'appelle L'être et le néant. L'être et le néant, il ignore superment, alors qu'il avait une extraordinaire formation philosophique. Seulement, s'il admettait ça, il met le petit doigt dans l'aristotélisme, et alors ça, c'est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, on ne veut pas. À l'époque, en tout cas, de ça, c'était lui, le saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire le ponte de la philosophie. On se méfiait de la philosophie traditionnelle dans le sens qu'elle était trop liée avec la théologie catholique. Peu importe, débarrassons-nous de ces préjugés, je vais vous montrer ce que c'est cette notion. Alors, il faudra la voir. Il y a un sacré usage tout à l'heure pour comprendre le vivant. Vous vous rappelez quand on avait vu le problème d'Héraclite, le même que celui-là que je viens de vous donner,
qui avait dit que c'était incompréhensible qu'une flèche puisse être en mouvement. C'est incompréhensible. Parce qu'elle ne peut pas l'être. Parce qu'elle disait, avant d'être à la moitié, elle doit être à la moitié de la distance. Hein. Bien sûr, il faut qu'elle soit à la moitié. À la moitié, 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 et à l'infini. Je pourrais toujours diviser la distance par deux, même si c'est infinitésimal, puisque l'infini est indéfiniment, la matière est indéfiniment divisible. Aujourd'hui, on travaille en nano, micron, enfin, même au point de vue industriel, on vous fait des puces électroniques, non seulement on ne les voit pas, on est presque obligé de les imaginer, tellement elles sont petites. Donc on pourra toujours diviser la puce en 2, en 4, en 8, en 16, il n'y a pas de raison d'arrêter. Alors la solution d'Aristote, elle était très simple. La flèche, elle est ni à la moitié, ni pas à la moitié. Je ne la dispense pas de la moitié, mais elle y passe, c'est-à-dire elle peut y être. Pendant que la flèche voyage, ici elle est en acte, elle y est, c'est le départ, elle est là. À l'arrivée, elle est là, sur la cible. Mais tant qu'elle est en mouvement, c'est assez mystérieux. Et du reste, Héraclite avait formulé la manière de le dire, et je la trouve très juste. Et écoutez, ça c'est très très juste ce qu'il dit. Il dit la flèche, elle est ni dans l'espace où elle se trouve, alors on dit bon, elle est là, elle est pas là, ni dans l'espace où elle ne se trouve pas. Mais il n'a pas trouvé la solution. Il s'est dit, c'est incompréhensible. Je ne peux quand même pas dire qu'elle n'est pas là, et je ne peux pas dire en même temps qu'elle y est, puisqu'elle est nulle part. Donc, un de ces points. Donc elle est ni là, ni pas là. Eh bien, Aristote dira, elle est pouvant être à certains des points. Mais mon imagination l'arrête. Quand je dis, il faut qu'elle passe à la moitié, je ne dis pas qu'elle passe, je la mets à la moitié. Alors évidemment, vous l'arrêtez. Alors là, vous la mettez en acte. Alors en acte, il y aura une infinité de possibilités. Je me rappelle encore que quand j'ai enseigné ça à mes élèves, vous êtes déjà l'élite intellectuelle de l'enseignement, c'est beaucoup plus facile, mais j'ai essayé d'expliquer que la distance entre la Terre et la Lune, la distance entre Lausanne et Berne, il y a un endroit qui est la moitié. Si on calculait géométriquement, on prend une borne, je crois que la Saint-François à Paris, devant la cathédrale de Notre-Dame, il y a une borne, kilomètre zéro, mais très précis. Et puis on peut calculer jusqu'à la borne d'une limite. La moitié de cette distance, est-ce qu'elle s'y trouve? Est-ce qu'il y a quelque part la moitié de cette distance? Les élèves disent toujours, mais oui, du moment que quand j'arrive, je la trouve. Il suffit de la calculer, puis je dis, voilà, c'était là. Donc, ils pensent qu'elle y était avant. Si je vous dis, j'ai trouvé des champignons, vous êtes persuadé que les champignons étaient avant que je les trouve. Ils y étaient déjà. Personne de bon sens dirait que c'est moi qui les ai fait exister, qui les ai mis en acte. Eh bien, pour la distance, oui. Si je ne la calcule pas, elle peut y être, mais elle n'y est pas. Alors l'imagination me dit, mais oui, il y a un endroit. Oui, mais pour autant que je le calcule, c'est assez difficile, hein, parce que l'imagination vient sans arrêt me jouer un mauvais tour. Je sais si c'est la source d'erreur, l'imagination personnellement dans ce problème. Mais j'ai l'impression qu'elle y est, la distance, puisque n'importe qui la calculerait dirait, la moitié, elle est là, au centimètre près, ce serait un chinois, ou même dans une géométrie non euclidienne, on vous dit, elle est là. Mais elle n'y était pas. C'est parce que vous l'avez calculée. Elle peut y être. Maintenant qu'on l'a calculée, elle y est, oui, c'est ça la moitié. Difficile. Alors on va faire une autre expérience dont j'aurai besoin tout à l'heure pour cerner cette mystérieuse, je n'aurais pas dû le passer, cette mystérieuse notion qui est le moins Alors, on prend un autre exemple, alors beaucoup plus facile à comprendre. Si j'analyse le bébé et le petit chien, du point de vue simplement de la notion de mathématicien. Le mathématicien, tout le monde sait ce que c'est parce que c'est l'acte. C'est quelqu'un qui fait des mathématiques. S'il n'en fait pas, il n'est pas mathématicien. Et s'il en fait, il l'est. Des degrés, peu importe. Toujours est-il qu'on est mathématicien, on fait des mathématiques. Le petit chien, il est non mathématicien.
L'enfant, le bébé aussi. Mais il y a quelque chose dans le bébé, mais vraiment quelque part, je ne devrais pas dire une chose parce que c'est pas une chose, mais il y a une réalité dans le bébé qui n'est pas dans le petit chien. C'est que le bébé, s'il se développe, lui, il pourra le devenir, il peut le devenir, mais c'est déjà en lui. Il y a une disposition latente qui fait que, à la différence du petit chien, il pourra l'être. Alors j'ai l'être, le néant et le moins-être. Je ne veux pas dire par moins-être, alors là ma notion ne joue pas, parce que je ne veux pas dire qu'il l'est moins le mathématicien. Non, il ne l'est pas du tout, le bébé, il ne l'est pas. Il n'a aucune notion, il vient de naître. Mais il y a une réalité dont je dois tenir compte, une disposition qui n'est pas dans le petit chien à le devenir. Voilà, c'est avec ça qu'il va falloir travailler. Je vais vous donner un autre exemple. Si je prends par exemple mon corps, et si je présente mon gant, incontestablement, mon gant, c'est du non-moi. Je ne peux quand même pas m'identifier à mon gant. Ce que fait mon gant, même si on trouve mon gant sur le lieu d'un crime, ou je ne sais pas quoi, je dis, mais c'est pas moi. Bien sûr, ça m'indique, mais quelqu'un qui a pu me voler, qui a voulu me compromettre. Mais ma main, est-ce que c'est du non-moi? Ah non. Est-ce que c'est moi? Non plus, parce que j'en ai deux, je n'ai quand même pas deux moi. Et puis de toute façon, on pourrait me l'enlever, je reste moi. Alors ici, j'ai moi. Ici, je ne peux pas dire, ça joue très bien, c'est du moins moi. Et ici, j'ai du non moi. Dans le sens qu'on peut dire, je vous ai pris la main dans le sac. Ah, je ne peux pas dire, c'est quand même pas à moi. Mais je ne peux pas dire, je vous ai pris le gant dans le sac. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que mon gant est dans le sac que c'est pas drôle. Réfléchissez bien. On ne peut pas dire autre chose si on veut être respectueux de l'analyse du réel. Tout à l'heure, on va faire un drôle d'exemple, un drôle d'usage. Alors, je vous donnerai tout à l'heure une feuille où il y a une phrase de Paul Valéry qui est toujours, et ça m'a fait rigoler, parenthèse un petit peu pour relâcher la tension intellectuelle, mais dans ce, je ne me rappelle plus où, à Venise, il y a un truc de Venise, le cinéma, le festival, la biennale, je parle du film à Venise. Et il y a un Suisse dont je ne m'honore pas d'être le concitoyen, qui s'appelle Godard, que je considère à titre personnel, comme un parfait fou. Au sens technique, c'est pas sa faute. Je le suis peut-être aussi à ses yeux. Et des journalistes le présentent comme le nouveau Paul Valéry. Et toutes les phrases de Godard, en s'extasie, c'est du pur décollage. Mais il le dit avec un tel accent que les gens reçoivent. Il y en a dessus quand même qui se disent, non, il est un petit peu son dernier film, peu importe. Je ferme la parenthèse. Ça, c'est le vrai Valéry. Hein. Il y en a qu'un, parce qu'il ne peut pas y en avoir deux, et ça, c'est le vrai. Il dit ceci. Quand Godard prend une phrase comme ça, alors je me mettrai à genoux et je lui demanderai pardon d'abord, délicat. On considère sa main sur la table. Il n'est pas philosophe, mais ça. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas des spécialistes. Les spécialistes philosophiques, faut faire attention, des fois, ils en ont n'importe quoi. Ils retrouvent ces intuitions de même qu'on est platonicien sans le savoir. On considère sa main sur la table. Et il en résulte toujours une stupeur philosophique. C'est merveilleux. Ça veut dire l'aporie. Je vous avais dit, l'aporie, c'est un mot grec, aporia, qui veut dire l'étonnement, le problème. Si tout était intelligible, il n'y aurait pas de philosophie. On verrait tout, on comprendrait tout. Mais heureusement, de temps en temps, heureusement, il y a de temps en temps des choses. Vous allez le voir tout à l'heure, le vivant. Il y a un sacré aporie pour le vivant. Alors, c'est là. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aporie? C'est la stupeur philosophique. C'est dire, tiens, je n'avais pas vu. Peut-être la plupart des gens ne voient pas les apories parce qu'ils ne pourraient pas vivre. Le temps, l'espace. Il en résulte toujours une stupeur philosophique. Je suis dans cette main et je n'y suis pas. Pas seulement je suis dans, mais je suis cette main, je ne suis pas. Si je voulais corriger, si vous me permettez. Ah oui, il le dit après. Elle est moi et non moi. Elle est moi et non moi. J'enseignais ça depuis le début. Je ne me demande rien, que ça c'est Aristote, mais j'ai quand même été content de voir qu'il a trouvé exactement le même exemple que moi. Et en effet, cette présence exige une contradiction. Elle suppose, oui, on très bien c'est une contradiction, parce que c'est moi et non moi.
On croit toujours qu'une porte est ouverte ou fermée, qu'une lampe est allumée ou éteinte. On a toujours cette espèce de dichotomie, le yin et le yang, le oui et le non, le positif et le négatif. Mais non, on oublie toujours la clé du réel, de la société, de moi, du vivant. C'est cette notion. Difficile à manœuvrer. Et c'est cette propriété qui serait fondamentale dans une théorie du vivant. Ah, j'avais oublié qu'il parle du vivant, justement. Si on savait l'exprimer en termes précis, eh bien oui, Valéry, nous saurons, vous et moi, l'exprimer en termes précis. Peut-être qu'il avait oublié qu'il y avait une solution, oui. Et de même une pensée, cette pensée, c'est-à-dire celle qui lui fait dire ça, elles sont moi et non moi. C'est vrai, mes pensées sont moi et non moi. On désire une analyse délicate de ceci. Eh bien, M. Paul Valéry, vous l'aurez dans une demi-heure, puisqu'on va à la réalisation. Vous aurez une analyse précise de ceci, puisqu'on va l'utiliser. Dernière chose, c'est très difficile de manœuvrer cette notion, parce que ça vaut pour mon corps. Je vais vous donner une des conséquences. On pourrait faire une histoire de la culture de la civilisation occidentale pour voir qu'on a chaque fois ou bien considéré le corps comme étant du non-moi, c'est très difficile de le considérer comme étant du moins-moi, ou alors de l'avoir considéré comme étant moi. On a toujours oscillé, et de dire que, à la suite de Platon et du jansénisme, est plus proche de nous, du puritanisme encore. En acte aujourd'hui, on considère le corps comme étant du non-moi, donc il me trahit, donc il est mauvais. Essayez d'imaginer, voyez votre main, qui est vous et pas vous. Vous avez déjà réfléchi si on vous la coupe, et puis qu'on vous la rend, après vous dites, écoutez, c'était à vous, on vous la donne. C'est un objet de dégoût. Vous la mettez volontiers dans le nez ou dans les oreilles, moi j'espère que vous l'avez de temps en temps, mais coupez, vous ne la remettez plus dans le nez et dans les oreilles. C'est l'horreur, avant même que son évolution biologique dégradante. Si on vous la donne tout de suite, c'est l'horreur. Ou votre bras, vous ne le mettrez pas au lit avec vous en disant c'était à moi hier, pourquoi je continuerai pas à coexister avec lui. C'est l'horreur. On vous l'évite, il faut le voir. Alors c'est la même en morale. Ou bien on a considéré le corps comme étant une trahison de moi, une chose dégradante. Ou bien alors on l'a identifié, c'est-à-dire alors ce que le corps est, je le suis. Je vais vous donner un petit texte qui m'a frappé parce que je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. C'était dans le Nouvel Observateur, la prière matinale du philosophe, le journal et la prière, la lecture du journal et la prière matinale du philosophe. Pour moi, c'est aussi le journal, donc c'est des revues un peu plus élaborées. Un critique littéraire que j'aime beaucoup comme critique littéraire, très fin ce gars. Il s'appelle Dominique Fernandez. Il écrit à peu près chaque semaine dans le Nouvel Observateur des chroniques de romans. Il est extrêmement, alors lui, branché et orienté sur la libération sexuelle. Il ne s'en fait pas mystère ni de son homosexualité, c'est son droit. Alors il dit cette phrase. Regardons les dates. En effet, à partir de mai 68, vous étiez né, mais tout juste, quoi. Moi j'ai mis un pied bien avant. Même pas 40 ans de liberté sexuelle, et pour les gays, les homosexuels, qui étaient les plus visés par la persécution judéo-chrétienne, même pas 15 ans. Donc, c'est à partir de mai 68, plus ou moins, qu'il y a eu une évolution. Alors, écoutez la phrase suivante. D'abord, persécution judéo-chrétienne, bon, on en parlera plus tard. 15 ans où le corps a eu droit d'être lui-même, de se donner le plaisir qui lui convient. Je pose la question. Quand mon corps est totalement libéré, est-ce que je suis libéré? Là est la question. Si je suis mon corps, plus il est libéré, plus je suis libéré. C'est évident. Un animal, plus il est libéré, plus son corps est libéré, plus il est libéré, si il ne met pas d'attache. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas mon corps. Un animal, oui. On verra quand on parle d'un animal. Mais moi, pas. Mais on va dire, alors, vos corps n'est pas à vous? Oui, c'est du moins-moi. C'est-à-dire, ni moi, parce qu'il y a toute une philosophie sexuelle et morale qui en a découlé de cette identification du moins-moi à moi. Après, bien sûr, il y a une réaction légitime, parce qu'on était trop loin dans l'aliénation du corps, considérant comme étant impur. Alors, c'est Simone de Beauvoir qui fait remarquer dans
Le deuxième sexe, qui reste un monument incontournable de cette... Je ne dis pas que c'est un évangile, mais je dis elle a instruit une réflexion qu'il fallait faire. Elle explique pourquoi il y a des parties moins pures dans le corps, c'est-à-dire celles qui vont plus vers le non-moi, celles qui ont une forme un peu gratuite, si vous voulez, les formes. Tu vois, on vit, elle a de très belles formes, c'est les formes qu'on cache. C'est, je crois, une intuition que la philosophie dont elle peut prendre acte, dire, mais oui, c'est où je flirte avec le moins-moi, ce qui est le moins-moi. Tandis qu'il y a des parties du corps plus fonctionnelles, où je suis plus impliqué, où je m'identifie plus à mon corps. C'est une réflexion qu'elle fait, mais je crois qu'il y aurait quelque chose à creuser. Alors cette notion de moins-moi, où une chose n'est ni ce qu'elle est, ni son contraire, la flèche ne va ni dans l'espace où elle est, ni dans l'espace où elle n'est pas. Ce sera la clé dont nous aurons besoin dans le cours suivant. Alors vraiment une clé, vous allez voir. Je vais vous dire quelque chose d'elle. Non, je vous le dirai tout à l'heure. Mais alors la cramponnez-vous et ne croyez pas. La philosophie a ceci de tout à fait original, c'est que où on démontre tout ce qu'on dit, ou alors on n'accepte pas. La question, c'est de savoir pourquoi tout le monde n'a pas compris la... Alors ça, je n'ai pas encore répondu à cette question. Je sais répondre à quelle question, mais pas à celle-là. Pourquoi il n'y a pas une philosophie? Puisqu'elle peut démontrer une démonstration géométrique, elle satisfait tous les géomètres, quand elle est valable. La démonstration arithmétique aussi, qu'on soit chinois, qu'on soit marxiste ou n'importe quoi. Pourquoi la démonstration que je viens de faire? Alors là, il y a des blocages. Je ne peux pas expliquer autrement. Enfin, c'est à vous qui en jugerez. Hein. Moi, je vous ferai une démonstration pour montrer pourquoi la science ne peut pas connaître le vivant, ne connaîtra jamais, elle dira des bêtises. Elle qui prétend soigner. Parce que justement, elle ne peut pas, c'est parce que c'est cette notion. Elle ne le sait pas exactement comme si je demandais à un géomètre, vous vous rappelez, on a vu ce problème. Il y a des rectangles qui sont plus élégants que d'autres, on l'avait vu. Et on avait donné la raison, parce que c'est conforme aux proportions du corps humain. Alors il y en a un qui paraît un peu plus lourdeau, l'autre un peu trop longiligne, il y en a un qui est parfaitement équilibré. Si je demandais à un géomètre en tant que géomètre, vous ne trouvez pas que celui-là est bon ça? Il dirait, ça n'a pas de sens pour moi. Même si vous me montrez que c'est... Il dit, mais la géométrie, mais lui, le géomètre, peut être philosophe. Alors il sort de sa science, puis il dit, ah oui, je comprends ce que vous dites. Mais alors, ce n'est pas la géométrie. Alors, tout à l'heure, la science ne comprendra jamais le vivant. Mais il se peut qu'un scientifique fasse un peu de philosophie. Ils en font, plus qu'ils ne devraient. Ils en font sans la comprendre. Ils sont très bons philosophes. C'est comme si moi, je commençais à faire des déclarations en chimie ou je ne sais pas quoi, je suis absolument nul. Mais si on en trouvait un qui dit, ah oui alors, mais vu en dehors de la science, de même que la science, la géométrie n'inclura jamais le beau et le laid, sauf qu'elle pourra dire c'est une belle démonstration. Elle veut dire par là que c'est une démonstration juste, rigoureuse. Mais là, c'est de la pure esthétique. De même tout à l'heure, mais c'est plus important, ce que nous allons dire. Voilà. Puisqu'on va parler du vivant, je vais vous dessiner par l'honneur un vivant, que ce soit la cellule, que ce soit l'animal, que ce soit l'homme. Je vous le dessine. Au départ, je mets les éléments, les parties, les constituants. Ces constituants vont s'organiser, c'est le cas de dire, ils vont donner des organismes, ou des organes, mettons des organes, c'est plus simple. C'est un mot grec que je préciserai tout à l'heure, et il n'y a pas de vivant sans organes, qu'il s'agisse du plus simple des animaux, des vivants végétaux ou animaux, même dans la cellule la plus primitive. Il y a un noyau, il y a des mitochondries, il y a des échanges, il y a des organes. Et puis les organes agissent pour animer la synthèse, c'est-à-dire l'animal quand il s'agit d'un animal, la plante quand il s'agit d'une plante, la cellule quand il s'agit d'une cellule, que je dirais tout simplement le tout, c'est-à-dire la synthèse, l'individu, mettons l'individu, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Mais me direz-vous,
Ça, c'est vraiment pas difficile à comprendre. Nous, les scientifiques, à notre époque, on fait beaucoup de choses comme ça. Si vous voyez, par exemple, une machine électronique, ou bien la cybernétique, c'est-à-dire un robot qui s'autorégule, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrôle sur lui-même, où on a des éléments, c'est-à-dire des constituants électroniques, qui font des organes, que dans un moteur, on dit les organes d'un moteur du reste. Dans une montre, il y a aussi des organes. Il y a le régulateur de la vitesse, il y a le moteur, etc., qui donne la synthèse, c'est-à-dire l'objet. Rien de mystérieux là-dedans. Et même on prétend que dans 100 ans, à la vitesse à laquelle va la science, on arrivera à faire presque quelque chose d'aussi compétitif qu'un vivant. Mais on oublie une chose, c'est que la moitié du programme du vivant. Ça alors, ça ne pose aucun problème. Ça n'est pas vraiment si complexe que ce soit. Évidemment, ça peut être extrêmement complexe, ne plus rien y comprendre tellement c'est développé. Regardez déjà ce qu'on arrive à faire avec les ordinateurs. Mais on oublie la moitié du programme, l'autre moitié. C'est qu'en fait, les parties s'organisent entre elles pour produire le tout, mais il ne faut pas oublier que le tout lui-même fait plus qu'un contrôle. Il ordonne l'ordination, c'est un mot que je précisais tout à l'heure, des parties. C'est-à-dire il y a un véritable cercle vicieux. Regardez bien. Le tout, il est dépendant des parties. Il faut qu'elles jouent bien les unes sur les autres pour que le tout puisse, si votre montre, il y a une déficience dans un élément, eh bien, la montre, vous en avez plus, elle ne marche plus. Vous savez ce qui est arrivé à la sonde qui a été sur Mars, on en espérait beaucoup, et puis elle est tombée en panne, probablement pour 3 fois rien, un transistor qui n'a pas fonctionné. Et toute cette extraordinaire mécanique céleste, d'abord la balistique pour l'envoyer là-bas, et puis tout ce qu'on en espérait, voilà, c'est fini, il est mort, il est fini. Il y a peut-être encore des organes compétents. Donc, les éléments s'organisent pour faire le tout, seulement le tout, c'est lui qui organise les éléments. Vous dire, alors qui c'est qui commence? C'est comme la poule et l'œuf, c'est lequel? Est-ce que c'est le tout qui crée des éléments dont il a besoin par ailleurs? Et les scientifiques sont bien là pour nous le dire, parce qu'ils nous les changent, les organes, ils nous les modifient et tout ça. C'est à ne rien comprendre. Mais ça va loin, ce contrôle. J'aurais pu mettre en création du tout. Regardez. Quand on coupe un verre en deux, il recrée sa tête. C'est une chose qu'on ignore, mais ce qui est dans tous les livres de biologie, il y a aussi dans notre. Je prends encore un exemple plus évident. Quand vous avez les cellules de l'embryon qui sont toutes semblables, alors là, non seulement il n'y a pas de tête, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de poumon, il n'y a rien du tout. Vous verrez tout à l'heure que ce tout va créer les organes, le foie et tout ça, dont il aura besoin pour finir, pour exister, parce que moi, sans le foie, sans le cœur, sans mon cerveau, je suis très peu compétitif. Hein. Mais va me doter de ces éléments. Eh bien, le tout, c'est-à-dire ça, cette réalité. Il n'y a pas autre chose, évidemment. En tout cas, chez l'animal, en tout cas, chez le chien, chez le chat. Et on pourra toujours dire qu'il y a un principe spirituel. De son côté, il y a incontestablement une ordination, plus qu'ordonnée. C'est plus qu'un ordinateur. Ordinateur, il dirige. Non, non, c'est quelque chose qui crée. Alors, on arrive à cette phrase paradoxale, de nouveau. Le tout, les parties sont la vérité du tout, c'est-à-dire c'est la vérité au sens que c'est lui qui en est responsable. S'il y en a une qui est déficiente, je peux mourir si mon foie ne fonctionne plus très bien, ou bien mes cellules, je ne sais pas quoi. Donc, les parties sont la vérité du tout, le tout est la vérité des parties. Parce que c'est le tout qui les dirige. Lorsque je me suis coupé une fois, perdu un ongle, parce qu'il s'est nécrosé, j'ai eu la merveille de voir au cours des mois se reconstituer. Bien sûr, il n'est pas aussi important que mon foie, mais j'étais émerveillé, parce que je me disais, c'est quand même extraordinaire, il n'y a que des cellules qui ignorent ce que c'est qu'un ongle. Donc ça vient du tout.
C'est le tout qui me recrée, qui me refait des cicatrices au foie quand j'en ai. Alors comment expliquer cette incroyable mécanique? Alors, je vais vous montrer que la moitié du programme, la science, alors là, elle est sourde, elle est chez elle. Elle connaît très bien ça. Elle fait des progrès géants. Si quelqu'un a du diabète, on lui diminue son sucre, ou bien on lui augmente, parce qu'il n'y a pas seulement la déficience, il peut y avoir une régulation, et puis on peut maintenir quelqu'un en vie plusieurs années. Donc on régule les éléments. Il n'y a pas seulement les cellules ni les organes, il y a les éléments chimiques. On connaît bien, on connaît tout. Et même, on en a fait la liste. C'est assez extraordinaire, le fait. Je ne sais pas si vous la connaissez, du reste, ce n'est pas toujours la même. Il y a une étude qui a été faite qui est assez amusante. Combien vaut le corps humain? Combien vaut votre corps humain? Eh bien, ou bien 2,50 francs, ou bien des millions de millions de millions. Alors, 2,50 francs, simplement pour les constituants du corps humain. C'est-à-dire, il y a 65% de l'eau. C'est gratuit, l'eau, on peut la prendre n'importe où. Il y a du carbone, de l'azote, du calcium et du phosphore. 2,50 francs. Mais pour en faire les organes, c'est-à-dire les synthèses, pour faire des hormones qui sont des usines chimiques qui vont dans le corps déclencher les processus, alors là, c'est des millions de millions. On chiffre l'hormone prolactine à 44 millions. Bon, c'est discutable pour les voir. Peu importe. Alors, les éléments. Je vous en donne quand même la liste parce que vous allez voir l'importance que ça a. Il y a donc les 6 éléments que je viens de nommer, qui sont majoritaires à 99%, si vous voulez. L'eau, l'hydrogène et l'oxygène, le carbone, l'azote, le calcium et le phosphore. Après, il y a les oligo-éléments. Oligo, en grec, veut dire petit, peu nombreux. Au contraire de holos, qui veut dire tout. Alors, je vous les cite. Du bore, de la chaux, du chlore, du cobalt, tout ça, c'est des atomes. On a 5 atomes de cobalt, pour aller les retrouver, parce que c'est petit, les atomes. On a du cuivre, du fer, du manganèse, 170 atomes, de la magnésie, du phosphore, je l'ai dit, potasse, sodium, soufre, zinc, de l'aluminium, du chrome, du iode, du lithium, nickel, sélénium, silicium, vanadium et du molybdène, 10 atomes. Donc, les scientifiques vous disent, on connaît tous les constituants du corps humain. Il y a peut-être encore 50 ans, il y avait encore des petites traces de iode ou je ne sais pas quoi qu'on n'avait pas repéré. Quand, regardez bien, vous associez ces éléments pour en faire les organes, parce que les organes ne sont faits que de ça, lesquels interagissent entre eux comme un moteur, vous avez un corps humain fonctionnel. Si vous avez un petit déséquilibre, c'est quelqu'un qui manque de fer, on le redonne. Et on a les résultats immanquables. Quelqu'un qui fait un peu d'anémie, on va lui donner du fer, sous forme d'épinards ou autre chose. Eh bien, je dois vous montrer qu'il n'y a aucun de ces éléments dans le corps vivant. Ce que je vais vous dire, j'espère que vous n'allez pas l'accepter, mais si je vous fais la démonstration, j'espère que vous accepterez la démonstration. Ce que je dis est quand même un peu culotté, puisque les scientifiques sont unanimes à dire que quelqu'un peut manquer de sucre ou en avoir trop, et vous font une prise de sang et ils trouvent ce sucre. Et moi je vous dis non, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de fer, il n'y a pas d'hydrogène, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'eau. Vous avez compris. Il y a le moins être de ces éléments. Je ne nie pas, ce serait ridicule. C'est qu'à cette condition-là que ça marche. Sinon, vous n'expliquerez jamais le vivant. Si vous mettez ces éléments dont je viens de vous donner la liste, si vous les mettez en acte tout à l'heure, en acte, en négation ou moins être, nous pouvons avoir dans le corps du carbone, de l'eau. Exactement comme on disait, il peut y être la moitié, la moitié, la moitié. Ou il peut être un mathématicien. Ça nécessite quand même une démonstration, parce que Pierre vous a dit bien confiance en moi, vous diriez là, je lâche, parce que dire des énormités pareilles qui sont en contradiction avec tout ce que la science nous dit, puisqu'elle n'arrête pas de me faire des prises de sang, d'analyser et de voir ce que j'avais dans les globules, ce que j'avais dans le sang, et puis on peut me détecter des maladies avant même qu'elles apparaissent.
Justement, c'est au moment où on le connaît que ces éléments deviennent en acte, mais le scientifique l'ignore. Maintenant, démonstration. Je vais d'abord faire une première démonstration classique, c'est-à-dire celle, je crois que déjà du temps des Grecs, on la soupçonnait du moins, alors qu'on ignorait les constituants. Mais après, je ferai une démonstration encore plus évidente, plus rigoureuse, qui ne peut être faite qu'à l'époque moderne, du reste. Je dois quand même me rendre justice, je suis sûr que je suis seul à faire cette démonstration. J'aimerais bien que d'autres la fassent, c'est pas du tout par vanité, je crois que je suis arrivé à dépassement de ces conditionnements psychologiques. Mais je vous le dis parce que j'aimerais que vous refusiez d'abord, parce que il ne faut pas être inconditionnel en philosophie, il faut dire on va voir si ça tient debout. Parce que c'est quand même un petit peu énorme que je vous dise s'il n'y a pas ces éléments que les scientifiques découvrent, que tous les laborantines, tous les laborantins du monde calculent, vous disent. Première démonstration. Si ces éléments et ces organes dont les cellules sont les plus évidentes, je pense qu'il y a mieux, mais évidemment, il y a d'abord, par rapport aux atomes, ici, mettons les atomes, et puis éventuellement les molécules. Mais ça, c'est jamais qu'une construction d'atomes, une molécule, c'est pas vivant, hein. Ça, c'est pas vivant. Les atomes font d'abord des cellules, lesquelles font des organes, et puis le tout est fonctionnel. Si il y avait vraiment les cellules en acte, ça donnerait ceci, étant donné que nous avons des milliards de cellules, on va simplifier, je dirais 1000, mais alors vous saurez, quand je dis 1000, c'est pas par naïveté, c'est pour m'économiser la salive, ça va plus vite dire 1000 que de dire des milliards, des millions de milliards, je ne sais pas combien, c'est n'importe. Alors je dis 1000. Si j'avais 1000 vivants, les cellules sont vivantes, il y aurait antinomie entre un vivant, c'est-à-dire, ou bien le chat, on prendra le chat, on réservera le cas de l'humain après parce qu'il y a quand même une incidence, il y a quand même, disons, il a un cas particulier. Parce qu'on pourra toujours invoquer la présence justement de ce que j'ai nié tout à l'heure, d'une réalité spirituelle qui viendrait dans mon corps, un peu comme l'électricité arrive dans un appareil de télévision pour l'animer, pour le chauffer, pour le rendre vivant. Admettons, alors ça c'est vrai que le corps n'est fait que de cellules vivantes. Il y en a quelques-unes qui meurent du reste, mais enfin, je suis fait que de cellules vivantes. Excusez-moi. Le chat n'est fait que de cellules vivantes, puisque ça, je le dessinerai, sinon je vais me mourir en même temps. Alors, il s'agit vraiment du chat. C'est pas important, on l'appliquera à l'homme après. Alors, le chat, au départ, eh bien, justement, lui, il était fait de cellules. On n'introduit rien en cours de route. Pour l'homme, on peut dire infusion. Ces cellules se développent, mais elles restent vivantes. Alors, est-ce que le chat, il est une république de vivants, une république, avec tout ce qu'il y a dans une république, dans une société, des intérêts-échanges, comme dans une société humaine? Alors, il n'y a pas un vivant, c'est-à-dire que c'est par image qu'on dit un vivant. Comme quand je dis une table, en fait, c'est fait de millions d'atomes, c'est pas une réalité différente, c'est un tout accidentel. Mais les deux réalités, ici, il y a 1 million d'individus, et alors vous n'aurez pas un individu. Ils sont en concurrence, c'est l'un ou l'autre. Ou bien c'est lui qui vit, et alors je ne vais pas donner la vie aux cellules. Alors à quoi elles servent si lui, il vit indépendamment d'elle? Et si elles vivent, mais vous voulez que je le mette où, lui? Alors je vais vous donner un petit exemple pour faire sentir ça, pour le ressentir. Imaginons que, alors ça c'est de la pure philosophie fiction, mais elle n'est pas déraisonnable. On décide, un groupe extrêmement important d'hommes et de femmes et d'enfants, de faire tous ensemble un dragon, un peu comme les Chinois font des dragons, mais c'est du papier. Et là, on va en faire un vrai. Alors, on décide de se réunir sur un immense terrain, grand comme 3 aéroports, et puis on place tout le monde, on dit vous ferez la mâchoire, c'est-à-dire que vous mettez tous, vous tenez les uns les autres, les cellules sont cohérentes dans un corps. Et puis vous ferez la mâchoire du dragon, c'est-à-dire que vous éloignerez comme ça, en marchant, plusieurs mètres, donc ce sera la mâchoire.
certains seront les yeux, c'est-à-dire qu'ils auront comme but seulement de regarder, de communiquer aux autres. On a des talkie-walkie, donc tout ce que les yeux voient, je l'apprends. La bouche s'ouvrira quand on dira arriver du poulet, parce qu'on va arriver un poulet. Et puis ensuite, les autres feront le corps, avec les intestins, le cœur, tout ce qu'on voudra, des circulations. Admettons qu'on fasse vraiment comme les cellules, on peut imaginer. Hein. C'est nous qui le faisons. Mais au quart de poil, on doit lier au cerveau, il y a quand même, disons, des gens qui sont les ordinateurs là-dedans, qui nous communiquent. Ils nous disent ce qui va arriver. Alors ils disent, ouvrez la mâchoire, enfin, à chacun de nous, on a des petites oreillettes, et puis on se sépare, on fait arriver le poulet, on le déchiquette, il y en a ceux qui le déchiquettent, c'est ce que je fais dans mon estomac. Et puis après, on le passe à tout le monde, on nourrit le dragon, je reçois un petit bout du poulet à la fin de... Puis il y a des os qui sortent par derrière, c'est ceux qui font trop du cul. Alors, est-ce qu'on pourrait à la limite penser qu'à un moment donné, ce dragon va devenir vivant? Qu'est-ce qui lui manque finalement? Il lui manque rien, et c'est nous qui l'empêchons d'être lui. Il ne sera jamais lui, on tient trop de place si vous voulez. C'est-à-dire, c'est de notre vie qu'il vit. Alors, le chat, est-ce qu'il vit de la vie de ses cellules? Alors, ce n'est pas lui qui souffre. Il faut arrêter de dire il souffre. Il faut dire elle souffre. C'est-à-dire, ce que pensait Descartes alors, que c'est un système de communication qui fait que, un peu comme votre voiture, si vous faites une opération un peu maladroite, vous enclenchez le klaxon, puis ça hurle quand c'est tout arrêté. Tout le monde s'inquiète, mais qu'est-ce qui se passe? Ça arrive des fois. Ou bien alors, c'est lui qui vit. Alors, leur vie à elle, alors elles n'en ont plus. C'est lui ou elle. Il y a concurrence. C'est de nouveau le problème de l'un du multiple, mais sous une autre forme. Et les Grecs aussi l'avaient déjà. Alors qu'ils ignoraient l'existence des cellules. Mais ils avaient bien soupçonné que le vivant devait être une seule substance. Là, il semble être des millions de substances. Ne sont pas de substances ici. Mais c'est justement ce dont il est fait qui l'empêche d'être. C'est-à-dire, il ne sera jamais vivant tant que les cellules auront leur vie à elles. Donc, elles seront autonomes, des substances vivantes, pour elles. Alors, pour l'homme, on peut toujours ajouter une vie spirituelle. Ça ne gêne pas, mais pour l'animal, il est issu d'une multiplication de cellules. Alors maintenant, je vais montrer la démonstration plus convaincante parce qu'elle est plus moderne, et vous allez voir comment on peut comprendre ça. Là, on est amené par une sorte de dialectique, oui, c'est vrai, le problème multiple, c'est elle ou lui. Mais c'est vrai finalement, hein, que si on y réfléchit, on se dit, mais où est le chat là-dedans, finalement? Où est le dragon? C'est nous qui le faisons exister, mais personne n'irait le doter, peut-être d'une certaine originalité, c'est entendu, mais personne aurait idée si parfaite que soit notre dragon, qui fonctionne exactement comme les cellules, d'une vie autonome. À aucun moment donné, on dirait, tiens, maintenant c'est lui. Non, c'est nous qui lui donnons son existence. Donc, les éléments sont la vérité du tout. Maintenant, comment comprendre que cette vérité, ces éléments reçoivent du tout, justement? C'est le tout qui est la vérité des éléments. C'est là qu'il va falloir... Je vais faire comme ça parce que peut-être j'en ai besoin de vous montrer. Alors, regardez. Vous avez un crayon de couleur que je vous ai distribué tout à l'heure. Sans reprendre le cours, vous savez, c'est un cours assez organique, on a besoin de temps en temps des retours en arrière, mais je ne vais pas refaire le cours. Mais rappelez-vous, quand on avait parlé de la matière, quand on avait parlé de l'espace plutôt, c'était le cours numéro 2, ça avait été un peu difficile parce que justement, ces constituants des atomes nous échappaient, mais ils avaient une fonction d'onde, puis tout à coup ils étaient corpusculaires, et puis ils dépendaient de la connaissance que j'en avais. Je ne vais pas recommencer, mais je le fais quand même. Ce que alors, tout le monde s'accorde à penser, c'est qu'un atome, il est fait d'un noyau positif, c'est-à-dire avec des protons qui sont positifs, et d'un électron négatif. Alors ça n'existe pas en dehors de ça, c'est cette relation du positif et du négatif qui fait l'atome le plus simple, qui est l'atome d'hydrogène. Mais il n'y a pas de grain, il n'y a pas de substance, si vous voulez. Alors, voilà, il n'y a pas de substance. C'est-à-dire, finalement, c'est une relation. On pourrait le symboliser, justement, comme un plus et un moins.
Si j'essaie d'isoler le plus, pour savoir ce qui me restera, si je le regarde, eh bien, il ne reste rien. Il reste de l'espace plissé, si vous voulez, une courbure d'espace. Mais je n'aurai pas un petit grain, si petit qu'il soit, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à un grain de sable. Non. Voilà, ça c'est l'expression la plus fondamentale de la matière. Mais elle se stabilise, et alors je le mets en rouge, ça donne un équilibre énergétique stable. Alors voilà, là il y a substance. La première substance, au-delà il n'y a plus substance. Il n'y a pas substance. J'ai défini tout à l'heure substance. Substaurus. Se tenir par soi-même. Si ça c'est autonome. Ça a une existence autonome. Ça ne dépend de rien du tout. Il pourrait y avoir entre la Terre et la Lune un atome qui se balade tout seul. Il est tout à fait subsistant. Je symbolise la subsistance par la couleur rouge qui lui donne, je crois qu'elle n'est pas très visible, je préfère m'exprimer en jaune parce que ça pourrait mieux apparaître parce que n'oubliez pas que je travaille pour les générations futures. Voyons si c'est pas mieux identifié par la caméra, parce qu'il me semble que rouge. Moi je suis daltonien, peut-être pas rouge à lèvres aussi, peut-être que. Bon, on est bien d'accord. Là, il n'y a pas substance, mais il y a substance lorsqu'on a équilibre énergétique. C'est-à-dire, oui, il faut le mettre, parce que ça c'est on a tout. Équilibre énergétique, c'est-à-dire de l'énergie. Voilà. Vous savez qui a découvert l'atome, non pas expérimental, mais le fait de l'existence des atomes? Eh bien, c'est un philosophe grec qui s'appelle Démocrite, qui est un des disciples de Leucippe, une petite école d'Abdère, et avant Socrate. Et il n'avait jamais vu les atomes, il n'avait jamais vu les cellules, rien du tout, mais par un raisonnement imparable. Bien sûr que j'ai vu des scientifiques se moquer, ils ont d'abord, on l'attribue à Aristote, on prête qu'au riche. Non, Aristote l'a reçu, sinon pas l'attribue. Il a fait l'histoire de la philosophie, il a dit que Démocrite avait découvert. Mais quand on sait que atome veut dire non divisible, j'ai vu des scientifiques et même certains philosophes se gausser du Démocrite en disant pauvre type, l'atome il est divisible, la preuve c'est qu'on l'a fait sauter. Ils n'ont pas compris le raisonnement de Démocrite. Je vous le donne en 2 mots. Démocrite a dit il doit y avoir dans la réalité une dernière substance qui est indivisible. Donc il parlait de l'idée de l'individu, individuum, qu'on ne peut pas diviser. On ne peut pas diviser un homme, on ne peut pas diviser une cellule. Vous n'avez pas 2 cellules. Ah, la nature le fait, mais ce n'est pas là. C'est pas l'antécédent, c'est 2 cellules filles qu'on appelle. Mais lui ne savait pas ça. Il a seulement dit quand on coupe une chose, on obtient 2 substances. On les coupe, on obtient 2 substances. Il doit exister une substance qui soit plus divisible, qui ne le soit plus. Elle est tellement petite qu'elle ne le soit plus. Et il l'appelait atome. Tome, vous savez, ça veut dire division. La division, les tomes d'un ouvrage, c'est division. Alors, A veut dire non. Et on s'est gaussé, on s'est dit, pauvre type, s'il y a quelque chose qui est divisible, c'est bien l'atome. Eh bien, il avait raison. Il ne savait pas qu'il avait raison jusqu'à ce point de vue-là. C'est qu'il disait, je le corrige un tout petit peu, mais je crois rester dans l'esprit de son raisonnement. Oui, c'est indivisible en tant que substance. Au-delà, vous n'avez plus la substance. Donc, il existe bien une première substance non divisible. Parce qu'au-delà, vous n'avez plus de substance. Lui disait, on divise une substance, on en a 2. Substance, pas l'individu, vivant. Après, on divise, il doit y en avoir une qui n'est plus divisible. Vous avez raison. En tant que substance, elle est plus divisible. Au-delà, vous avez de l'énergie. De l'énergie plus au-dessus, une plissure d'espace. Alors maintenant, regardez. C'est maintenant que les choses vont devenir, je l'espère, tout à fait claires. J'avais une craie jaune. Ah, là. Alors, ces atomes, ici, ces molécules, qui s'associent dans une architecture d'une complexité dont on n'a pas idée. Je vous avais déjà dit un jour que la ville de New York, qui serait fabriquée uniquement avec des balles de ping-pong, donc qui s'étanchent, les automobiles, les hommes, les buildings de boules de ping-pong que seraient les atomes, donneraient une cellule. Donc c'est aussi quelque chose d'aussi faramineux que la ville de New York, fabriquée avec des atomes. Peu importe. Alors je vais dessiner beaucoup d'atomes. Il y en a ceux qui ont plusieurs électrons. Donc, je les dessine.
Chacun d'eux, par exemple ici, non, il n'y a pas deux, oui, il y a deux protons et puis pas mal d'électrons. Ici, il y en a trois, là, il y en a deux électrons. Ici, j'ai un atome plus complexe, peut-être du fer, je ne sais pas comment c'est d'électrons, peu importe. Voilà. Mais faites preuve d'imagination, parce que je ne veux pas me fatiguer, parce que je n'y arriverai pas encore dans 10 ans à reconstruire cette architecture. Mais, de deux choses l'une, ou bien chacun d'eux a son équilibre énergétique. Vous ne ferez jamais un vivant avec ça. Ou bien, ils mettent tout leur équilibre énergétique en interdépendance, dans le même dessin, les mêmes atomes. Mais il n'y a qu'une substance, c'est-à-dire un seul être en acte. Mais vous pouvez avoir, si vous l'extrayez du carbone, du fer, qui n'est que potentiel, il peut y être, mais il n'y est pas. Il n'y a qu'une substance, je n'ai pas le droit de dire du fer. Je n'ai pas du fer en moi. Je suis une substance, le chat est une seule substance, dans lequel il peut, si je prends une seringue et que je l'extrais au moment où ça sort de l'équilibre énergétique, sans changer, sans modification, le scientifique ne verra rien de différent. C'est une partie qui reprend, voilà, un corps étranger, voilà, début d'un cancer. Une cellule, c'est autonomisé. Mais je vais prendre une autre image, je reviendrai là-dessus. Mais parce que il faut bien voir ce qui va se passer. Imaginons, pour bien visualiser cet équilibre énergétique, une bulle de savon. Vous savez qu'actuellement on est arrivé à trouver des molécules assez visqueuses pour faire, de mon temps c'était avec du savon, ça pétait assez vite. Mais maintenant on peut faire, même il y a des magiciens sur des salles de musicaux qui font des grosses bulles de savon dans lesquelles ils mettent une autre bulle de savon, dans laquelle ils mettent de la fumée, ça fait des trucs. Puis il y en a même ceux qui rentrent dans une bulle de savon. C'est un équilibre énergétique, la boule de savon. Alors, une énorme boule de savon dont tous les atomes et les molécules sont en interdépendance. Là, ce n'est pas une interdépendance substantielle, mais statique. C'est pour autant que la forme, c'est la forme de la bulle qui est la vérité des molécules. Mais imaginons qu'elle pète, qu'elle saute, mais à la place de se réduire en quelques gouttes d'eau, elle fait des plus petites, on voit ça du reste. Même quand j'étais basse, elle se cristallise, elle se reforme, pas toutes, mais quelques-unes, à une dizaine de bulles de savon. Elles reprennent un équilibre énergétique plus rudimentaire en dessous. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe à la mort d'un animal ou d'un homme. C'est-à-dire, ou bien, tous les éléments reprennent leur substantialité en un instant. Une mort subite ou tellement, encore que j'en doute, parce qu'il y aura toujours un organe qui aura la possibilité d'être regreffé. Mais admettons qu'il y ait un courant électrique d'une telle force qu'il brise tous les équilibres énergétiques jusqu'à l'atome. Alors, je suis minéralisé en un instant. Changement substantiel. J'étais un vivant, je deviens myriade de substances qui ne tarderont pas alors à montrer qu'elles n'étaient pas faites pour vivre ensemble. C'est ce qu'on appelle la décomposition. Remarquez que mon doigt ne se décompose pas là maintenant avec l'humidité et la chaleur ambiante, parce qu'il n'y a pas de doigt, il n'y a pas les substances, elles ne sont pas en acte. Mais à ma mort, 3 jours après, il sera déjà complètement en train de se composer avec tous les éléments extérieurs. Il va se combiner, c'est une combinaison chimique avec l'unité de l'être, ce qu'on appelle la décomposition. Alors, je répète d'une autre manière. Voici un vivant avec tous les éléments dont j'ai parlé. Alors, faites preuve d'imagination, c'est les atomes, c'est les cellules, c'est tout ce que vous voulez, dont aucun n'est en acte. Tous les
tous les relations énergétiques sont en interdépendance. C'est une énorme boule de savon qui tient miraculeusement comme ça. Si maintenant, je mange, par exemple, j'introduis une substance qui est autonome, je la dessine en jaune, elle ne fait pas partie du métabolisme. Cette substance, elle va être décomposée en petites substances. Certaines seront évacuées, inassimilables. Mais regardez, les scientifiques savent qu'il y a le métabolisme. Peut-être qu'ils ne savent pas très bien à quoi ça correspond. Oui, ça, c'est le moment où des substances sont alors assumées avec l'équilibre global. Mais en fait, ce mot métabolisme, qui est aussi du grec, qui veut dire porter au-delà, c'est une transformation substantielle. C'est, je ne sais pas si on y arriverait avec une bulle de savon, introduire une petite bulle de savon dedans, une grande, et puis tout à coup de l'intégrer dans la grande. Peut-être ça la ferait sauter, mais on peut imaginer, c'est pas contradictoire. Alors, ces petites bulles, ces petites substances, ça peut être du carbone, ça peut être du fer, c'est réduit à l'état de molécules ou d'atomes. Tout à coup, métabolisme, c'est le processus inverse de la mort, vont perdre leur... Certains vont être évacués, ceux qui se restent en jaune, et les autres se mettent en interdépendance. Si vous voulez, un vivant, c'est un super atome. L'atome est déjà uniquement... Et puis peut-être extrêmement complexe, hein, dans les dernières formes des atomes, dans la série de Mendeleïev, vous savez, ils sont drôlement compliqués. Hein. Je vois qu'ils ont 80-90 protons et autant d'électrons qui sont un peu instables. Ça devient un petit peu dangereux parce qu'ils ne sont pas très stabilisés. N'empêche, on pourrait définir le vivant, non pas un superatome, parce qu'atome ça reste tellement qu'on... mais une substance qui n'est pas faite de substance, sauf, évidemment, les corps étrangers en moi, y compris les cellules qui s'autonomisent. Et quand elles s'autonomisent, non seulement elles dénoncent leur contrat à l'ensemble, c'est la grande bulle tout à coup qui perd un petit peu d'énergie dans un coin, et puis il y a un petit peu de viscosité de cellules, de molécules qui fait une petite bulle. Mais elles redeviennent non différenciées, comme ici. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais dit, mais on ne m'appelle plus le cours, mais c'est assez vieux, que jamais un scientifique ne pourra expliquer, vous pouvez leur demander, c'est intéressant ce que vous dites, ou bien ils vous font un rideau de fumée, mais ce n'est pas leur faute. Hein. Non, la science ne peut pas, parce qu'elle ignore ce que veut dire le moins-être. Pour elle, elle dit, il n'y a pas deux sortes de sucre, j'ai pas le moins sucre et le sucre, ça n'a pas de sens, d'autant plus qu'elle le voit le sucre. Et pourtant, s'il voulait être un peu philosophe, mais non pas la manière dont certains s'autorisent des philosophes, vous verrez les textes tout à l'heure, ça fait rire après cette explication. Alors, leurs mains sont à côté de la plaque. Les plus grands, hein, les prix Nobel. Alors, eux, ils voient la mort là, c'est-à-dire c'est le dernier stade avant la différenciation cellulaire. Ça, on sait expliquer, c'est un peu mystérieux, enfin, on sait expliquer comment les cellules engendrent des cellules. C'est un processus de division cellulaire. Bon, le noyau se divise avec l'ADN qui est en hélicoïdal, et puis ça refait deux cellules filles, et puis ça en fait un petit mur, ça ressemble à une mur. Je ne sais pas combien il y en a, mais ça calcule. Or, je vous l'avais dit, il y a deux itinéraires possibles. Ou bien ça continue, et ça donnera un paquet de cellules qui probablement s'évacuera en fausse couche, mais passant inaperçu. Ça n'ira pas très loin. Mais un savant italien l'avait mis en bouillon de culture et il avait obtenu un paquet de 3 kg de gélatine. Ben, c'était des cellules humaines, bien sûr, mais c'était de la gélatine. Ça n'avait pas de consistance. Ou bien, ça amorce une différenciation cellulaire qui fera que certaines de ces cellules produiront de l'insuline, d'autres deviendront de l'ivoire, d'autres un appareil oculaire, d'autres un appareil auditif, une électronique absolument effarante dans le cerveau, enfin, des trucs absolument dingues. Mais qui est l'ordinateur? Qui est-ce qui dit qu'à celle-là, qui est la même que toutes les autres? Quand je vous ai parlé tout à l'heure du dragon,
Si on n'avait rien dit à personne, on dit faisons un dragon, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un dragon. Faisons un Vistangoire. Vistangoire, c'est le nom que j'ai pour les gens là quand je vais donner une chose qui n'existe pas, enfin, qui est inconnue. Je ne peux pas me mettre à gauche ou à droite de l'autre, je ne sais pas ce que c'est qu'un Vistangoire. Mais je vous dis, mais oui, faites un Vistangoire. Pour les cellules, un bébé, c'est un Vistangoire. Mais ça, d'abord, elles ne savent pas. Elles ne connaissent pas. Mais admettons qu'elles aient une petite j'imagine, elles ne savent pas ce que c'est. Mais qui c'est qui les guide? Elles répondent. Le scientifique ne l'aura jamais, parce que c'est de l'ordre de la philosophie, le pouvant être. Lui, il considère ça comme étant des cellules autonomes. Alors là, vous aurez ceci. Non, je me suis trompé. Vous n'aurez pas ceci, vous aurez la même chose, mais en plus grand. Vous aurez vos cellules qui vont proliférer. C'est un paquet de cellules. Mais ça, c'est pas un paquet de cellules, c'est un être vivant. Ah, mais alors c'est l'autre. C'est pas du tout la même chose. Vous avez bel et bien des cellules, mais pas en acte. Lui, leurs éléments sont en acte. Vous avez ça. Ah oui, alors ça peut donner un être vivant qui finira par donner un bébé. Alors évidemment, seulement, l'ordinateur, c'est le tout, qui a des propriétés exactement comme le chlore ou le carbone ont des propriétés. En réalité, les propriétés, c'est une découverte de la philosophie ancienne, les propriétés. Alors, quelle est la différence entre ces deux? Du point de vue scientifique, aucune. Mais je vois la même chose, si on regarde. Mais du point de vue philosophique, c'est totalement différent. Vous avez l'acte, un acte unique. Vous avez un être vivant. Et celui-là peut devenir un enfant par ça. Là, vous avez 1000 êtres vivants. Là, ça va bien 1000 parce que je ne compte pas quel est 1000, j'en sais rien. C'est cet ordre. C'est la raison pour laquelle, là, je tue un être vivant, l'unique être vivant. Je mets de côté la question de l'avortement parce qu'il y a un élément qui n'est pas là-dedans. Je parle du champ. C'est uniquement au moment où l'âme intervient. Parce que je peux faire un avortement de bébé, d'embryon, de chat. Personne ne va faire des histoires là-dessus. Mais pour l'homme, ça pose problème. Pour autant que ce soit une personne qui ait déjà l'information de l'âme. L'information, c'est l'âme qui va se substituer à ce jour. C'est elle qui fait l'acte. Mais je pose la question suivante. Tant que, et on rejoint le début du cours, tant que la morula, même en cours de développement, peut se diviser pour donner deux jumeaux, les jumeaux que nous connaissons, c'est une scission là, c'est la morula avec le même capital génétique qui se divise, et vous en avez deux. C'est pas au départ que ça divise, ça peut se diviser déjà là. À ce moment-là, il n'y a pas avortement. Parce que ce n'est pas possible que ce soit un être humain qui en ait donné deux. Alors je demande aux scientifiques de me dire à quel moment il n'y aura plus possibilité de diviser pour donner deux jumeaux. Avant ce moment, il n'y a pas avortement. Au sens théologique, au sens vrai. Je ne tue pas un être humain. Je ne pourrais jamais faire avec un être humain, deux êtres humains. Alors il se peut que l'âme intervienne en cours de route. C'est un autre problème. C'est la présence de l'âme qui fait que c'est un autre. Alors je reprends. Si on s'obstine à ne pas faire cette distinction, c'est-à-dire on ne peut pas l'avoir, et la science ne peut pas l'avoir, parce que ou bien le scientifique est philosophe, et alors il sort de sa science, et il admettra ce que je lui dis, oui c'est vrai, il y a une différence. C'est-à-dire je pars de l'analyse que nous avons faite dans l'espace, c'est-à-dire la théorie des quanta. Je vous avais dit, on la retrouvera la théorie des quanta. J'ai quand même vu une fois un scientifique qui a dit tous les vivants sont quantiques, y compris l'éléphant. Quand j'avais lu ça, je n'avais pas compris. Qu'est-ce que l'éléphant a de quantique? C'est évident. Quantique veut dire qu'il n'y a pas de substance au-delà, en deçà de l'atome. Il n'y a pas de substance. C'est quelque chose qui est entre l'être et le non-être. C'est la meilleure expression du reste de ce que veut dire la potentiale d'Aristote. Si on admet cette distinction, alors, dans ce cas-là, tout devient clair.
c'est évident que c'est la priorité au tout sur les parties, puisque c'est lui qui fait l'ordinateur. C'est lui le tout. Ce qui fait que même en cours de développement, si on prend une cellule qui est dans la rétine, ce qui sera la rétine, et qu'on la greffe sur l'estomac, elle devient stomacale. Elle ne garde pas son caractère de cellule ultérieurement visuelle. Si on prend du cartilage déjà en formation de l'os et qu'on le met dans une autre partie, dans ce qui sera le foie, elle devient hépatique. Dans ce moment, tout s'éclaire. Il n'y a qu'un vivant, c'est les cellules qui vivent de ma vie. Je n'ai qu'une vie, le chat n'a qu'une vie. C'est les cellules, évidemment, c'est les cellules qui vivent de sa vie. Mais voilà les cellules. Elles vivent de sa vie à lui, il n'y a qu'un vivant. Mais sitôt qu'une meurt ou que je n'enlève une, je ne vois pas la différence, c'est la même. Oui, mais elle a pris son autonomie, c'est-à-dire elle est redevenue autonome. Et alors évidemment, je dis, elle y était avant, comme tout à l'heure on disait, la distance entre l'un et l'une, elle y est déjà avant que la calcule. Mais non, elle n'y est pas avant que vous la calculiez, que vous l'observiez. C'est parce que vous la sortez, c'est parce que vous l'observez que vous la voyez qu'elle existe en tant qu'autonome. Maintenant, regardez ce que disent les scientifiques, parce que quand même leur donner la parole, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Claude Lévi-Strauss, je pense que vous le connaissez, il n'est pas mort, c'est la gloire des gloires. Quand il est mort à Guéret, il y a des journaux qui sont en berne, ce que je comprends, c'est un grand savant. C'est un ethnologue qui a écrit Tropique, qui est un monument de la philosophie, comment on appelle, peu importe. Mais ce n'est pas un philosophe, c'est le structuralisme. Il dit, j'existe, non point certes comme individu, alors j'existe, il ne parle pas du chat, il parle de moi, non certes comme individu, car que suis-je sous ce rapport, sinon l'enjeu à chaque instant remis en cause de la lutte entre une autre société, formée de quelques milliards de cellules nerveuses abritées sous la termitière du crâne, et mon corps qui lui sert de robot. Alors moi j'y suis pas. À moins qu'alors je dise, alors il y a de nouveau scission entre moi et mon corps, je suis comme une épée dans un fourreau, je suis en exil, enfin je suis comme sur une île déserte, enfin j'ai ces myriades de... Je suis dans une ruche, et tout ça, ça se fait en dehors de moi. Alors mon corps, il est plus en moi. C'est ridicule. Mais il y a pire, parce que lui, on peut lui donner l'absolution, parce qu'il n'est pas scientifique pur. Mais alors, il y en a quelques-uns qui tapent sur le système d'une manière extrêmement précise, et j'aime pas ça. C'est un scientifique, un biologiste, qui est maintenant, je crois qu'il a passé dernièrement à une émission de télévision, parce que c'est le grand ballon, qui s'appelle Jean-Pierre Changeux. Je ne céderai pas à la tentation d'avoir fort envie d'avoir une démangeaison dans mon bout de pied, parce qu'il le mériterait. Le cerveau, c'est grand ponte actuellement. C'est un neurologue, il vient d'écrire l'homme neuronal. Il est le directeur de l'Institut des sciences biochimie. Un grand ballon, il sera nobélisable. Il y en a un qui est nobélisable. Leibniz comparait le cerveau à une montre. Aujourd'hui, on l'assimile à un ordinateur. Pour Jean-Pierre Changeux, professeur au Collège de France, c'est pas rien. L'homme qui monte de la neurologie française, c'est lui qui monte de la neurologie. C'est pas lui, c'est ses cellules qui montent de la neurologie française, parce que lui, il n'y est pas, puisqu'il est le produit de ses cellules. Il a tort de s'appeler Jean-Pierre Changeux. Il devrait lui dire non, nous, il devrait dire nous, nos cellules. Attends, dites que. Alors, ces cellules sont bien bavardes, je trouve. L'homme qui monte de la neurologie française, le cerveau n'est évidemment ni une montre ni un ordinateur, mais il a en commun avec ces deux instruments d'être une machine, et rien qu'une machine. Alors il vous développe aucun mystère dans cette suite d'opérations, en admettant la preuve qu'elles sont commandées par des propriétés physico-chimiques des cellules. Donc, l'embêtant, c'est qu'il n'a pas tout à fait tort. C'est vrai, il voit ça admirablement, il n'y a pas de doute. Mais il ne voit pas la moitié du programme. C'est que la moitié, oui, c'est vrai, les éléments du cerveau, c'est vrai, on peut même introduire un poison qui fait que ou bien ça peut se dégrader. Ici, c'est soumis à l'entropie. Vous savez ce que c'est que l'entropie? C'est un mot qui veut dire la loi universelle, cosmologique, qui fait que tous les systèmes se dégradent, vont à leur fin. L'entropie, elle est supérieure ou égale à zéro, l'entropie. Ou bien,
la Lune tourne indéfiniment autour de la Terre, ça n'a pas l'air s'user. Ça s'usera un jour, parce que la Terre va être bouffée par le Soleil. Bon. Tous les systèmes s'usent. Tandis qu'ici, j'ai la négantropie, c'est-à-dire l'entropie négative, mais en fait, négantropie, c'est le contraire, ça veut dire que ça se répare. La négantropie, ça n'a rien de négatif. Hein. Oui, c'est de l'entropie corrigée, contrariée, si vous voulez, la négantropie. Mais c'est sacrément négantropique. Hein. Il y a des gens qui ont des blessures qui se reconstituent. À la place de s'user, ça va. Pour finir, c'est l'entropie qui l'emportera, évidemment. Je mourrai un jour, par usure. J'espère que vous m'avertirez quand vous verrez que vraiment je commence un peu à être négantropique du cerveau. Je ne sais pas quoi j'arrive de m'arrêter, faire ses go. J'espère quand même arriver jusqu'à la fin de mon cours. Mais n'empêche que la négantropie, alors c'est le contraire. Alors j'aimerais que ce brave monsieur Changeux m'explique comment il explique la négantropie. C'est une chose aussi expérimentale, ça, comme l'explique, comment cet ordinateur peut s'auto-corriger et s'auto-guérir. Il peut, même le cerveau peut arriver à se contrôler. Ça n'est pas dans ce programme-là. Là, vous n'aurez jamais ce truc, ce système. On pourrait développer. Je vais encore vite vous lire pour qu'il ait reçu, lui aussi, sa fessée intellectuelle. Ça a apparu dans le journal à grand tirage que vous connaissez, Construire, je ne sais pas quoi, Les morales et les ordres, d'un grand biologiste, médecin biologiste, Henri Atlan, professeur à l'Université de Paris et de Jérusalem. Enfin, je vous montre sa photo, c'est quand même pas rien, c'est quand même un problème sérieux. Hein, moi, j'oserais pas me prononcer en biochimie, j'en ai pas fait que dalle, hein, j'y comprends rien. Mais eux, ils viennent en philosophie, dans nos terres. C'est un moulin ouvert, hein, la philosophie. Tout le monde peut venir déconner, sans parler du plus grand déconneur de tous les temps, il s'appelle Jacques Monod, celui qui a écrit Le hasard à la nécessité. Bon Dieu, ce que c'est idiot, son truc, du point de vue philosophique. Du point de vue scientifique, je crois que c'est un grand coup de grâce, c'est le prix Nobel. On peut être ni prix Nobel et être un manchot philosophique, résonne comme des tambours. Alors lui, André Atlan, il a des plus éminents scientifiques français, avec la biologie moléculaire, l'animisme disparaît de notre conception du vivant, les êtres vivants se développent et évoluent en fonction de déterminismes causaux et physico-chimiques. Voilà. On est uniquement le résultat des éléments physico-chimiques, physique et chimique, dans lesquels interviennent aussi des phénomènes aléatoires. Il y a aussi du hasard, c'est-à-dire l'hérédité peut des fois faire une mutation qui n'était pas prévue, et puis vous avez un truc un peu spécial, négatif ou positif. Mais contrairement à une vision métaphysique de ces choses, on ne peut en effet déceler une intention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de... je pense que nous sommes aujourd'hui obligés de construire quelque chose qui n'existe pas encore, une espèce de philosophie de l'existence. Vous avez fait des études de philosophie, parce que vous avez étudié un petit peu, parce que moi je ne me permettrai pas d'aller sur votre là-dedans. Alors on devrait, une espèce de philosophie de l'existence qui admette qu'elle n'a pas de fondement transcendant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité chez l'homme, c'est l'âme, mais il n'y a pas autre chose que la physique et la chimie. Dans la mesure où nous savons aujourd'hui que la vie est un ensemble de phénomènes qui sont en continuité avec les phénomènes physico-chimiques de ce qui constitue le monde vivant, dont on est des machines électroniques. Alors je pourrais dire, monsieur Adam, quand vous dites ça, ce sont vos cellules, c'est votre chimie du cerveau. La mienne de chimie du cerveau, elle me dit le contraire. C'est pas vous qui avez raison, ni moi. Dans ce cas-là, tout est relatif à la chimie du cerveau. Je pourrais dire les lampes sont éteintes. C'est la physique du cerveau. Elle n'est pas meilleure ni moindre que la sienne. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. C'est complètement stupide. Seulement, comme c'est des grandes sommités, on est quand même impressionné parce qu'on se dit c'est eux qui ont raison, s'imaginer. Ça ne tient pas 2 minutes. Mais on pourrait vraiment leur poser des questions, mais toutes simples. Alors arrêtez d'affirmer. D'abord, dites pas je, puisque vous n'êtes pas un individu. Vous êtes le produit d'un système qui vous fait. Je vais vous montrer une dernière chose. Vous vous rappelez que nous avons rendez-vous avec, mais ce sera dans quelques années, si vous avez la patience, et si j'ai des conditions physico-chimiques, je ne dis pas qu'il peut y avoir des conditions physico-chimiques pour que ça fonctionne à peu près normalement. Nous avons rendez-vous avec
plus que la société, aussi la société, mais avec une société qui accouche ou qui aurait dû accoucher. Évidemment, là, il faudra citer la théologie. Mais regardez des jeunes choses. Ça vaut aussi pour la société. Elle a aussi de l'entropie et de la nécentropie. Elle s'autorégule. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce programme-là, parce qu'il y a deux programmes totalement différents, hein, les scientifiques ne voient que ce programme. Ils ne voient que l'interaction des éléments les uns sur les autres. Vous n'avez pas l'impression que ce programme, c'est un peu, dans la société, ce que privilégie la droite. Quand Mussolini disait l'individu n'existe que pour l'État et par l'État, et en fonction de l'État, je ne sais pas quoi, il considère que l'individu, sa vérité, elle est dans le tout. Que ce soit un fascisme de gauche ou de droite, l'individu n'a pas d'existence. Il a sa raison d'être dans le tout. C'est l'État qui en dispose. Si on doit le tuer, on le tue. C'est la droite, ça. Je dis pas tous ceux qui sont de droite sont. Mais il y aurait une tendance à privilégier l'État, le tout, la société par rapport à l'individu. Mais vous n'avez pas l'impression que ce programme-là, c'est un petit peu la gauche. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il a mis la société au service de l'individu, on a nationalisé les plus comme ça. Et puis tout le monde, 2 ans après, il a fallu renvoyer mon roi, la machine est grippée. Regardez une chose. C'est une absurdité que la gauche soit au pouvoir. Je ne dis pas avec animosité ni dans un esprit partisan, mais je vous montre la nature des choses. Une société qui marche bien, c'est d'abord une société qui se construit, c'est vrai, l'individu doit collaborer. Et il faut une forte opposition de gauche. Mais si vous faites l'inverse, la gauche, elle ne se préoccupe pas de constituer d'abord le bien commun. Il faut d'abord constituer avant de distribuer. Elle le distribue, elle a bien raison. Mais il ne faut pas faire l'inverse dans les sociétés. Mais dans la société idéale, on verra que comme dans le vivant, c'est ça qui est prioritaire. C'est la gauche, la gauche. Puisqu'alors, dans ce cas-là, on n'aura plus les cellules humaines. On dirait, alors là, c'est encore plus paradoxal, c'était déjà dur d'avaler qu'il n'y avait pas de cellules dans le corps. J'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit qu'elles étaient potentielles. Elles peuvent y être, mais elles n'y sont pas en acte. C'est pas leur vie, c'est la mienne. Je n'ai plus une vie. C'est ce qui explique qu'à ma mort, la bulle de savon fait des plus petites bulles. Après, elle diminuera pour finir de la bulle des atomes. Mais pendant 1 heure ou 2, il y a un organe qui n'est pas un animal, mais qui reste encore fonctionnel et je peux la greffer. Donc, c'est la bulle du savon qui finira par devenir de l'eau, c'est-à-dire les molécules et les atomes, mais passe par des stades intermédiaires que sont les bulles intermédiaires, les bulles de savon. Même chose. Mais il ne faut pas attendre 3 jours, hein, parce qu'à ce moment-là, il n'y a même plus la vie des cellules. Les cellules ne sont pas faites pour vivre comme ça. Je ne suis pas un bouillon de culture pour les cellules, moi. À peine qu'une cellule... C'est peut-être comme ça qu'on guérira le cancer. Juste encore celui. C'est une piste peut-être qui n'a encore pas été assez exploitée. Finalement, voilà le vivant, voilà le cancer. C'est une cellule qui, dans la grosse bulle de savon, reprend son autonomie vitale. C'est un vivant. Alors là, on est 2. Elle et moi. Elle, quand elle était négligeable, tant qu'elle est seule. Mais si on trouvait ce qu'elle a de spécifique par rapport à elle, pas moi, parce que maintenant quand on les tue, on me fait autant de mal qu'à elle. C'est-à-dire on bombarde, on coupe, n'importe quoi. On essaie de les enlever à l'endroit où elles sont, soit par des rayons, soit par la chirurgie. Mais si on trouvait à l'attaquer dans ce qu'elle a, elle, de spécifique, un peu comme il y a des produits qui attaquent les moustiques. Nous, on respire, on n'a pas de mal. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique, elles sont les cellules du départ, pas celles-là. Celles-là, là, elles deviennent les cellules de la morula, non différenciées. C'est ni des os, bien sûr on peut avoir des cancers des os, mais les cellules cancéreuses des os, elles sont non différenciées. C'est des cellules qui ont exactement cette identité-là. Celles-là, on pourrait les attaquer sans attaquer moi, sans attaquer les autres. Les autres ne sont pas des cellules à part entière. Elles sont différenciées. Elles vivent de ma vie.
n'importe, je soumets à votre réflexion. Toujours est-il que si vous pouviez vous rappeler que cette loi fondamentale, nous l'utiliserons pour la société et que les tensions qu'il y a sont bien faites de ça, la gauche et la droite, tout aussi nécessaires l'une que l'autre. Mais dans notre état à nous, de société imparfaite, incontestablement, il faut d'abord que le tout, avant de distribuer aux autres, il faut d'abord qu'il existe, hein. Il faut un certain dévouement au bien commun. C'est une valeur de droite, ça. La droite, elle a tort quand elle l'impose. Mais si je pouvais le faire spontanément, et nous verrons dans cette fameuse société, les individus que nous sommes, nous, dans les cellules, nous nous mettons librement au service du tout, et c'est le tout qui me donne mon autonomie. Mais c'est un peu difficile à comprendre, mais il faudra introduire une notion tout à fait originale pour comprendre ça. Parce que pour autant, c'est vrai que, comme nous, pour un vivant, l'ennemi d'une société, c'est les individus qui la composent. C'est vrai. Sans arrêt, on est la menace. Que ça s'autonomise, que ça devienne l'anarchie, que ça n'obéisse plus. Mais il y a une autre qui devait naître. On devait donner naissance à un vivant collectif parfait, sain et juste et infaillible. Je vous montre qu'on devait.